La cellule, c'est, on pourrait dire, immortel. Mais une cellule toute seule, ça n'a pas d'utilité. Le tissu, c'est une agglomération de cellules. C'est moins immortel. C'est difficile de garder un tissu longtemps en vie, in vitro, dans un laboratoire. Maintenant, le corps humain, c'est encore plus complexe. Et je me demande si la spécialisation du corps humain n'amène pas finalement l'immortalité puis la maladie inévitablement. Bon, premièrement, on connaît un peu les expériences d'Alexis Carrel qui ont été faites sur une portion de cœur de poulet dans les débuts 1900. Et quelques 30 ans après, l'expérience a été arrêtée par accident et la partie du cœur de poulet vivait toujours. Donc, la partie du cœur de poulet a effectivement vécu pas mal plus d'années que le poulet lui-même. Alors, effectivement, une cellule, c'est immortel. Tout à l'heure, tu disais c'est plus ou moins immortel. Non, c'est immortel si, évidemment, on ne l'écrase pas et si on ne la tue pas. Mais si on la laisse dans un milieu qui lui est propre et qui lui est sain, elle est immortelle. C'est d'ailleurs ce qui va faire en sorte que l'être humain, d'ailleurs comme les plantes, comme les animaux, vont être capables de procréer, c'est-à-dire, comme je l'ai dit souvent en conférence, une personne, un homme de 60 ans avec une femme de 45-50 ans, par exemple, est capable d'avoir un enfant et l'enfant qui va naître sera un enfant qui aura la même peau de bébé que n'importe quel enfant. L'enfant va être identique, évidemment, sauf si on a des problèmes chromosomiques au niveau de la femme, donc si l'enfant est mongoloïde. Mais dans les situations normales, l'enfant va être identique à n'importe quel enfant, qu'il naisse d'un père de 15 ans et d'une mère de 15 ans, ou qu'il naisse d'un père de 50 ans et d'une mère de 50 ans. Donc, il y a toujours des cellules qui conservent intégralement leur vie, donc leur vitalité à l'intérieur de l'homme et de la femme. Le seul phénomène, c'est que ces cellules ne sont pas les cellules qui donnent l'ordre génétique du maintien corporel. C'est-à-dire que le spermatozoïde ainsi que l'ovule sont capables de constituer un corps neuf, mais ils ne sont pas capables, vitalement ou génétiquement, de pouvoir conserver le corps que tu as présentement. Alors toi, plus ça va aller, plus tu vas vieillir, mais tu seras quand même capable d'engendrer des enfants qui seront parfaitement neufs, flambant neufs, donc qui auront une peau de bébé, qui auront un système physiologique en parfait état, même si toi, tu es en train de dépérir lentement sous le poids de la vieillesse, qui est une forme de maladie, ou sous le poids des autres pathologies hors la vieillesse. C'est ça que tu entends par l'immortalité, le fait qu'on puisse reproduire? Non, l'immortalité, c'est la continuité dans le temps, parce qu'il faut comprendre que l'immortalité, évidemment, dépend du temps. Lorsque le temps n'existe plus, il n'y a pas d'immortalité possible, il y a l'éternité, parce qu'il y a une vaste nuance entre l'éternité et l'immortalité. L'immortalité, cela veut dire que le principe qui apparemment a la vie ne peut pas perdre la vie, donc il ne meurt pas. C'est l'immortalité. Et l'éternité, c'est quelque chose qui, comme tel, n'a pas eu de commencement, n'a pas de fin, et comme tel, n'a même pas d'existence propre, n'a pas de continuité. Alors revenons à notre immortalité. La vie est immortelle en ce sens que la vie, elle est transmissible. Bon. Toi, en tant que forme, déjà, en partant, tu es mortel. D'ailleurs, tous les humains ici sont mortels et tous les humains ici sont sujets à altération physique, donc à changement, c'est-à-dire maturation, grandissement, vieillissement, donc maladie. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsque nous buvons de l'eau, l'eau ne fait pas partie de notre corps, mais lorsque nous l'avons bu, elle devient notre corps. Tandis qu'une autre partie de notre corps, à un moment donné, sera rejetée et ce ne sera plus notre corps. Étant donné que l'être humain, de sa naissance allé jusqu'à maintenant, a passé nombre d'heures à engouffrer une panoplie de nourriture, donc il a engouffré des minéraux qu'il a utilisés et qu'il a perdus, il a engouffré des protéines, il a engouffré des calories qu'il a brûlées ou qu'il a rejetées, il s'est nourri d'une panoplie de choses, et tout ce que l'être humain a pris comme nourriture est venu transformer son corps physique, a pris la forme du corps physique, et tout ce qui était le corps physique est tombé lentement par transpiration, par chute, par usure et par excrément, par excrétion vers le passé. Alors, autrement dit, le corps présentement qui minéralement te constitue, le corps qui protéinement te constitue, le corps qui de toute façon, de toutes les formes, biologiquement te constitue, n'est pas le corps que tu avais il y a de cela 7 ans. C'est-à-dire que toute la structure minérale ou biologique te constituant n'est plus la même. Qu'est-ce qui reste immortel? C'est l'identification que tu portes dans la forme constituée par les éléments qui passent chez toi. Alors, il faut juste comprendre un peu que c'est exactement comme si il y avait le corps physique, il y avait derrière de la merde, et devant de la nourriture. Exactement. Bon. Alors toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu avances, et au fur et à mesure que tu avances, la nourriture devient la forme de ton corps, et la forme de ton corps devient les excréments en arrière. C'est exactement ce qui se passe. Bon, tes cheveux vont tomber, les ongles poussent, on les coupe,
Les dents s'usent à la longue, même si les dents ont poussé. La peau, on perd notre bronzage. Pourquoi? Parce que les cellules qui montent sur le dessus finissent par partir au lavage et par l'usure. On urine et on excrète. Alors, il y a donc une panoplie de phénomènes qui, justement, font en sorte que le corps de l'homme est continuellement usé par le temps et remplacé par les choses neuves qu'il récupère. Et pourquoi on vieillit? Parce que l'ADN, quand même, peut se multiplier à l'infini sans problème. Qu'est-ce qui fait le vieillissement? C'est-tu une erreur dans l'ADN, dans le codage de l'ADN qui s'accumule par le vieillissement? Bon, alors le vieillissement, ce n'est pas une erreur du codage de l'ADN. Il est bien évident que l'ADN subit certaines mutations. L'ADN, pour ceux qui ne savent pas, c'est le code génétique qui se trouve dans le noyau des cellules. Et c'est par ce phénomène chimique que l'être humain va être capable d'engendrer d'autres êtres humains. Autrement dit, lorsqu'un homme et une femme s'accouplent, ils n'engendreront pas un chien ni une rose. Ils vont engendrer quelque chose qui sera un mélange de la mère et du père. Et c'est justement par un mélange du code nucléaire de la cellule, donc de l'ADN, entre autres. L'ADN a d'autres fonctions, mais disons que pour l'instant, c'est la fonction génétique qui est la plus importante. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il y a une mutation au niveau de l'ADN, alors à un moment donné, il y aura certaines mutations à l'intérieur de chacun des humains, et c'est normal. Maintenant, vu la complexité de la chaîne d'ADN, ces mutations restent toujours récessives, c'est-à-dire qu'elles n'apparaissent pas chez l'homme et elles n'apparaissent à peu près jamais dans les descendants des humains non plus. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu parlais tout à l'heure de l'intelligence, disons, ou le plaisir de faire de la médecine, parce que justement, ça te permettait de te poser des questions sur la vie. Alors, de quelle façon la médecine peut-elle créer le philosophe ou la médecine peut-elle créer le sage? C'est pas tous les médecins. Par l'observation. Oui, c'est pas tous les médecins, évidemment, qui vont devenir des philosophes ou des sages médicaux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'identification de l'homme dans son corps, c'est une chose, et il y a le corps, c'est autre chose. Bon. Lorsque vous mangez, vous ne vous identifiez pas à ce que vous mangez. Et c'est pourquoi vous mangez n'importe quelle cochonnerie et n'importe quand et n'importe quoi. Sauf qu'une fois qu'on l'a mangé, ça va devenir notre corps. Et on va s'identifier dans ce corps. Et une fois qu'on l'a excrété, on ne veut pas savoir ce qu'on rejette non plus, parce que c'est apparemment extérieur à la forme, donc on ne s'identifie plus dans ce qu'on le rejette. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'étant donné que l'être humain s'identifie dans l'illusion qu'il a de lui, mais étant donné qu'il y a une différence majeure, une dissociation totale, une coupure entre son identification égoïque, sa personnalité, son émotion, sa conscience mémorielle, tout le phénomène astral qu'il constitue, et le véhicule matériel qui supporte l'identification, le corps physique, étant donné qu'il y a une séparation totale entre un et l'autre, l'être humain vit de l'ego, donc l'être humain vit de l'identification, et lorsqu'il se regarde dans un miroir, il ne peut faire autrement que se regarder par le biais du corps physique, donc par le biais des yeux. Observant une forme, il peut dire « cette forme, c'est moi ». S'identifiant dans la forme, cela va bien. Sauf que l'ego est en mutation, l'ego est en évolution. Quand je parle d'ego, on pourrait parler théologiquement de l'âme, on peut parler donc psychologiquement du phénomène de l'ego, la personnalité de l'humain, elle est en évolution. Bon, j'ai déjà expliqué dans d'autres conférences, on pourra s'y référer sur cassette si on a un intérêt. J'ai déjà expliqué que l'ego était un phénomène mémoriel qui était constitué d'énergie vitale. Tu me parlais tout à l'heure de la vie. Dont une cellule pouvait continuer à vivre éternellement, tandis que si la cellule devenait complexe, donc dans un système complexe, dans un corps par exemple, à un moment donné, l'être humain perdait de la vitalité, l'être humain faiblissait, l'être humain perdait de son système neurologique, l'être humain finissait par vieillir, par devenir peut-être sénile, et finalement par mourir, c'est-à-dire qu'il n'avait plus suffisamment d'énergie de vie pour pouvoir entretenir toute la panoplie complexe des cellules, et le corps mourait. Alors on sait au niveau acupuncture, et la médecine maintenant s'intéresse un peu plus sérieusement à l'acupuncture, qu'il y a effectivement des méridiens d'énergie, yin-yang. Il y a une troisième forme de canalisation énergétique qui n'est pas cutanée mais qui est interne, l'énergie minale, que les acupuncteurs ne connaissent pas encore mais qu'ils vont découvrir d'ici peu. Et ces énergies vitales sont justement la progression cutanée ou interne de l'énergie vitale ésotérique, c'est-à-dire de la vie. Maintenant, cette énergie vitale, elle est essentielle à l'agglomération et à la continuité génétique d'une forme physique. Cela veut simplement dire que l'énergie vitale, la vie, est essentielle pour que la structure atomique ou la structure moléculaire qui constitue un corps reste mémoriellement en forme. Si j'ôte la vie de ce verre d'eau, automatiquement, toutes les molécules et les atomes de silicium et de d'autres, impuretés qu'il constitue le verre d'eau, le verre, ici, va simplement devenir des atomes, donc il va devenir de l'air. Si on ôte la vie dans un corps humain, par exemple, ou dans une fleur, alors automatiquement, les cellules, les atomes se défont toutes, donc on parle de pourriture, le corps pourri. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
l'être humain, au niveau de son âme, lorsque l'être humain vient au monde, il est constitué d'un corps physique. Il a été génétiquement constitué d'une âme qui vient de la mère et du père, c'est-à-dire que la structure atomique, bon, faut simplifier un peu, mais en même temps, c'est quand même un domaine relativement complexe. On parle de vieillissement et la science d'aujourd'hui, la médecine n'arrive pas encore à expliquer le vieillissement. Alors évidemment, on peut en parler, mais il faut prendre des termes qui sont un peu compliqués. Ce qu'il faut juste essayer de saisir, c'est que le cerveau, votre cerveau est constitué d'une façon particulière. Votre cerveau est constitué d'une façon particulière et cette constitution particulière lui permet d'exprimer une conscience particulière et l'empêche d'exprimer une autre forme de conscience. Et veux-tu dire que la constitution du cerveau peut varier d'une personne à l'autre? La constitution du cerveau varie effectivement d'une personne à l'autre. D'ailleurs, la médecine n'a pas encore été capable de compter exactement le nombre de cellules gliales et le nombre de neurones. Par exemple, on a comparé pendant un bout de temps le cerveau d'Albert Einstein au cerveau du commun des mortels et on s'est dit c'est presque la même chose. Jusque dernièrement, où on a refait des recherches et on s'est rendu compte qu'il avait 3 fois plus de cellules gliales que la majorité. Et on n'a jamais réussi à comprendre ce que faisaient les cellules gliales au niveau du cerveau, parce qu'on pense toujours que ce sont les neurones qui permettent à l'être humain d'être brillant et intelligent. Bon. Les cellules gliales ont une faculté d'entrer en contact avec l'intelligence supramentale, et le neurone a la faculté de raisonner au contact du mental et au contact de l'ego, donc de la psychologie. C'est pourquoi Albert Einstein avait donc la faculté de savoir des choses que l'humanité ne pouvait pas savoir, parce qu'il était en contact, donc branché à son esprit, c'est-à-dire quelque chose d'autre, même s'il n'était pas tout à fait conscient. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque cerveau, mais il y a une chose importante avec, qui pourrait peut-être éclaircir le phénomène, c'est que si on a approximativement, neurologiquement, le même genre de cerveau, on n'a pas la même programmation axonique. Cela veut dire que un neurone, c'est simplement une cellule, n'est-ce pas, qui a un conducteur, un axone, et ce conducteur va vers d'autres neurones. C'est une programmation. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'une personne va penser lentement. Et si elle n'a pas de problème, par exemple, thyroïdien, disons que c'est un problème, une mécanicité cérébrale, elle est toujours lente, toujours en retard, elle pense lentement, elle n'est jamais pressée. Cette personne peut avoir une programmation axonique, donc elle a des neurones, elle a, disons, 1 milliard de neurones, et pour pouvoir agir, l'impulsion nerveuse donnée par sa psychologie à son cerveau va parcourir peut-être 300 millions de neurones avant d'arriver à un aboutissement musculaire. Tandis que la personne hyperactive, elle, est une personne qui a un cerveau programmé différemment et la même impulsion va traverser 10 neurones pour arriver au phénomène musculaire. Donc, on aura une personne qui sera évidemment très vive et une personne qui sera évidemment très amorphe, simplement par le temps que prend la conductibilité à cheminer dans le cerveau pour arriver à une réponse. Donc, si on a approximativement un cerveau similaire, on n'a pas la même programmation. Et la majorité des maladies de l'homme nouveau vont justement apparaître, et quand on parle des maladies de l'homme nouveau, disons que c'est un peu une farce, l'homme nouveau ne sera pas malade, mais on parle des maladies de l'homme transitif et de la femme transitive, donc de ceux qui cheminent vers l'étape de l'homme nouveau. La majorité des maladies seront des maladies qui seront d'ordre neuronique et non pas d'ordre psychologique. Bon. Lorsque l'on parle de maladie mentale, présentement, il n'y a pas de maladie mentale à l'échelle de la planète. Enfin, il y a peut-être 1/10 de 1%. Il y a des maladies psychologiques. Un malade mental est un malade psychologique. Il n'a pas de phase mentale telle que moi, dans le sens où j'en pas le mot. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant donné que le cerveau subit une mutation, et ça, c'est un phénomène qui est encore difficilement acceptable par la médecine moderne, mais qui est un phénomène de plus en plus disons, envisageable par la psychologie moderne, et même un peu la médecine. Disons, évidemment, il y a des chercheurs, il y a des ectopistes médicales qui finissent par, à un moment donné, s'ouvrir un peu à d'autres choses. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur de chacun d'entre nous, intéressant, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a une progression neuronique reliée aux neurones, donc cérébrale, reliée au cerveau. Cela veut dire qu'on sait très bien que lorsque la personne vieillit, elle finit par devenir, elle perd un peu de sa faculté cérébrale. Ce n'est pas le cas toujours, c'est de moins en moins le cas, et c'est normal que ce soit de moins en moins le cas, pour une panoplie de raisons. Alors, on avait une progression neuronique où, à un moment donné, les personnes finissaient par perdre de leur capacité musculaire à fonctionner. Alors, les personnes, en devenant âgées, ont de la difficulté à traverser une rue. Alors, ils jugent mal les trottoirs, ils ont des réactions qui sont trop lentes, et ils finissent par perdre la mémoire. Alors, ils ont une mémoire instantanée, donc ils vont se rappeler peut-être des choses qui se passent immédiatement, perdre ceux qui sont passés hier et se rappeler, là, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Ça se comprend bien parce que ça, c'est biologique. Tout est biologique. Mais
Quand tu dis que l'homme nouveau va avoir une souffrance au niveau neuronique, mais c'est biologique aussi, Exactement. ça s'explique? Tout s'explique. Tu t'attendais certainement pas à ce que je t'amène des choses qui ne s'expliquent pas. J'espère que non. Bon, c'est ce que je m'attendais aussi. Alors, tout à l'heure, tu disais que t'aimais pas nécessairement vivre, parti dans les nuages. Alors, effectivement, le problème fondamental, c'est que la théologie peut s'expliquer scientifiquement, Dieu peut être explicable scientifiquement, l'évolution de l'homme peut être explicable scientifiquement, l'évolution améliorative de l'homme, le phénomène de l'homme nouveau est explicable scientifiquement. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une brique, justement, pour des gens comme toi. Alors, pour expliquer le phénomène scientifique de l'homme nouveau. Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous, on a un cerveau de prime abord. On peut recevoir un choc sur la tête et voir une partie neuronique qui va être, abîmée, hein, on va avoir un épanchement sanguin intracrânien, etc. Donc, on peut avoir une régression neuronique. Mais il y a une chose très importante, et ça, tu es d'accord avec moi parce que tu es au courant, c'est qu'on a tant de neurones, mais on ne se sert pas de notre cerveau comme, on se sert peut-être de 20% du cerveau. Ah, même pas. Bon, mais même pas. C'est en bas de 10%. Oui, bon, ça, c'est ce qu'on disait à l'époque de 1956. Ça a évolué, là. On est rendu à plus que 10%, on est rendu à 20, là, presque, là. On en parlait à mes professeurs de médecine. C'est parfait, ça, c'est intéressant, ça. Bon. Si on fait juste regarder le nombre de jeunes qui sont capables de pitonner des ordinateurs, alors évidemment, il y a un potentiel du cerveau qui sert un peu plus. La partie écologique que quasiment tout le monde arrive à envisager, c'est donc une partie du cerveau qui fonctionne un peu plus parce qu'avant, l'humain son écologie était nombritique, quand il était plugué sur son nombril. Alors aujourd'hui, on arrive à être un peu plus vaste. Alors effectivement, il y a une transformation au niveau cérébral. Je ne parle pas d'humanité, je parle évidemment présentement, disons qu'on parle entre nous. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus l'humain évolue améliorativement, plus il aura de nécessité à se servir d'une plus grande partie de son cerveau parce que, étant donné que sa conscience au niveau de sa psychologie, comme sa conscience au niveau des plans supramentaux, on va réexpliquer tout à l'heure, est une conscience qui est en expansion. Elle a besoin d'un support plus grand pour pouvoir l'exprimer dans la matière. Donc, elle a besoin du phénomène neurologique, donc de plus en plus de neurones. Est-ce que la médecine arrive à expliquer de quelle façon? Alors, je vais t'interviewer un petit peu. Est-ce que la médecine arrive à expliquer de quelle façon, petite réponse, de quelle façon l'homme pense? Et voilà, c'était la réponse. Voilà, parfait. Mais la médecine ne peut quand même pas nier que l'homme pense. Parce que les médecins pensent. Une chance. Parce que sinon, ils diraient que ça se peut pas. Bon, les savants, c'est pareil. D'accord? L'homme pense comment? L'être humain est bâti de plusieurs façons. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas un corps qui est de la pomme, des tomates, du steak, du cochon, du veau, etc., du lait. Ça, c'est le corps physique qui est construit avec les atomes de ce que l'on va manger, de ce que l'on va respirer, et évidemment agencé par notre code génétique, donc par notre mémoire vitale. Maintenant, il y a une chose intéressante, c'est que l'être humain a des émotions. Ça, on est d'accord. La médecine ne sait pas non plus pourquoi l'être humain a des émotions. Par contre, elle sait que l'émotion s'exprime par le voie du système endocrinien un peu, elle sait un peu, et évidemment par le corps physique. Donc, on parle de psychosomatose, des maladies. On a des gros doutes, c'est sûr. Là. C'est sur le thalamus, l'hypothalamus dans le cerveau. Mais comment l'expliquer, là? Non. Bon, c'est ça. On pourra l'expliquer si on a le temps. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Non, vous direz quand c'est lui qui parle. Pas quand c'est moi. Bon. Alors, c'est intéressant justement d'avoir un médecin à côté, comme ça il pourra crier quand ça sera pas... C'est parce qu'il avait peur d'avoir des problèmes à soir, fait qu'il m'a demandé au cas. Bon. Effectivement, les personnes pourraient se sentir mal. Alors, le cerveau fonctionne de quelle façon? Il y a chez l'homme une partie qui, disons dans mes termes, dans les termes du Québec, porte le nom de partie astrale. Donc, porte le nom théologique de l'âme, psychologie au niveau de la médecine, parce qu'on parle de psychosomatose, donc on parle de maladie psychologique, donc on parle effectivement de l'âme. Alors, cette partie, c'est l'endroit qui va être mémoriel. On sait un peu maintenant au niveau médical que la mémoire, elle est quelque peu moléculaire, donc elle peut se situer chimiquement dans l'hippocampe et une partie dans le cervelet. Alors, on en découvre un peu plus. Et puis, on sait aussi que toute la mémoire de l'homme n'est pas contenue dans sa partie chimique ni dans sa partie biologique. Bon, pendant longtemps, on a fait des recherches à savoir si on pouvait retirer la mémoire d'un médecin et la piquer dans quelqu'un d'autre et en faire un médecin. Et ça n'a pas tout à fait fonctionné. On a une mémoire... C'est pas possible. Oh, la science médicale avance. Bon.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut effectivement, chimiquement, il y a une mémoire qui est relativement courte dans le cerveau de l'homme. On pourrait transfuser cette mémoire, effectivement. On n'est pas encore arrivé à pouvoir localiser, c'est-à-dire que la partie chimique, elle est relativement répandue, donc on ramasserait une partie du cerveau en même temps que la mémoire, ce qui n'est pas génial. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez l'homme, il y a cette âme. Donc, il y a ce corps astral, ce phénomène astral, qui est un phénomène mémoriel, qui est un phénomène vibratoire, donc qui est un phénomène énergétique, qui a la faculté d'être par le biais du corps vital, donc par le biais de la vie. L'accupant de corps va comprendre un peu mieux parce que là, bon, il pique là-dedans puis il s'amuse à tripoter ces choses. Et on parle de la vie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on augmente le taux énergétique d'un corps physique, on a automatiquement une réponse au niveau biologique. Tout le système adrénergique est un phénomène où on va justement augmenter le taux d'énergie, tout ce qui va réagir à l'adrénaline, bon, pour les autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'homme fonctionne de par ses propres mémoires, il vit une vie interne. On l'a expliqué souvent dans d'autres conférences, alors on va quand même sauter un petit peu. La deuxième partie, je pourrais répondre à vos questions, alors ce qui fait que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on pourra y revenir. Alors, dans cette âme, il y a le phénomène mémoriel, il y a l'ego, et tout cela est paramétré, c'est-à-dire que tout cela est contenu dans une enveloppe qui porte le nom théologique de périsprit et qui porte le nom ésotérique le nom théologique de Séraphin et le nom ésotérique de périsprit. C'est l'enveloppe de l'âme. Cette enveloppe de l'âme, c'est ce qui va permettre à plusieurs individus de pouvoir être accolés l'un contre l'autre sans nécessairement être mélangés au niveau des mémoires. Par contre, si l'enveloppe de l'âme est mince, il y aura beaucoup plus d'hypersensibilité de la part des individus, ce qui fait que certains qui ont un périsprit mince seront facilement influençables et seront sujets à des psychosomatoses, donc à des maladies psychomatiques collectives, schizophrénie, paranoïa à un moment donné, et un paquet de choses comme ça. Alors, si on leur donnerait un peu plus d'aliments vivants à bouffer, au lieu de leur donner du Haldol ou des médicaments comme ça, on pourrait relativement contraindre la paranoïa et différentes formes de schizophrénie pathologique parce que justement, on grossirait leur périsprit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que cette âme, elle est, par le biais du périsprit et de l'énergie vitale, en relation avec le corps physique de l'homme. Chaque fois que vous avez une émotion, vous ressentez une vibration particulière qui va être transmise dans le corps physique. Elle est transmise par le biais, justement, de l'hypothalamus, qui est, disons, le coordonnateur de tout le système hormonal, endocrinien, exocrinien du corps de l'homme. Le neurone reçoit une impulsion et la transmet. Cette impulsion transmise à un autre neurone est reçue par ce neurone et retransmise, et là, on s'amuse comme ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'en va à un muscle et que ça va donner quelque chose qui volontairement avait été décidé par toi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout conducteur, l'axone est un fil électrique. L'axone, je répète, c'est le fil qui relie les neurones. Si on prend une lumière, on prend un fil électrique, on plante ça dans une fiche murale, on allume la lumière, il y a un courant électrique qui circule dans le fil et automatiquement, il y aura un champ électromagnétique qui va être induit, un champ qui va être parallèle à la circulation du courant. Si on met une boussole à côté d'un fil qui est connecté à un aspirateur, on va voir que la boussole va commencer à triper elle aussi. Elle évolue. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, après avoir débranché le respirateur, ce qu'il faut comprendre, c'est un terme pour toi, le public se sert d'aspirateur, les métiers de respirateur. Bon. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'à l'intérieur du cerveau, et les maladies, on y vient, faites-vous-en pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le neurone envoie une impulsion qui est chimio-électrique à un autre neurone. Cela induit de toute façon un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique est une résonance qui va, s'il est suffisamment réinduit dans le cerveau, être capable de provoquer une perturbation neurologique qui va être capable d'induire d'autres neurones qui n'auront pas reçu de message. Donc, ce champ électromagnétique finira par être suffisamment puissant pour stimuler un autre neurone qui va émettre d'autres messages. Et là, on aura à un moment donné un cerveau qui aura un phénomène, disons, électromagnétique relativement intéressant. À un moment donné, on a parlé d'ondes alpha, d'ondes bêta, de ces ondes. Ces ondes sont justement les champs électromagnétiques qui vont être induits par la circulation nerveuse à l'intérieur des axones entre les neurones. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, l'être humain est manipulable de quelle façon? L'homme nouveau, lui, a un cerveau qui est beaucoup plus électrique que chimio-électrique parce que les fils électriques deviennent de plus en plus protégés par une gaine, donc ils deviennent de plus en plus isolés. Cela veut dire que le champ électromagnétique est de plus en plus confiné à l'intérieur de la gaine. Médicalement, ce sont les gaines de myéline. Parfait? Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que lorsque la partie astrale de l'homme, l'âme, donc la partie théologique, l'âme de l'homme, la partie astrale de l'homme ou de la femme, évidemment, entre en résonance avec une mémoire, elle vit quelque chose. Bon. On va y revenir tout à l'heure au niveau de l'âme, mais là, on va surtout s'attaquer au niveau du corps physique. Mais autrement dit, chaque fois que vous avez une émotion, qu'est-ce qui se passe pour une émotion?
Il se passe simplement qu'à un moment donné, vous observez quelque chose, il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Vous voyez quelque chose de formidable et de génial. Cette vision rentre chez vous, elle est interprétée par votre système oculaire, transformée en impulsion nerveuse, amenée au cerveau, et dans le cerveau, elle va être analysée. C'est pas? J'espère, oui. C'est faux. Voilà. La médecine s'arrête là. Bon, la médecine s'arrête au niveau de s'en va au niveau cérébral, ça va être acheminé vers la partie neuronique du cerveau qui, premièrement, évidemment, est en relation avec le système visuel ou le système auditif s'il y a, disons, un chant, une musique ou quelque chose avec, des bruits. Et cela va être acheminé au niveau du cerveau pour commencer à faire ce que la médecine appelle l'analyse. L'analyse devient conne à un moment donné, sauf que l'analyse est un cheminement rapide à l'intérieur des neurones de certaines régions du cerveau. Cela induit un champ électromagnétique qui crée une énergie vitale, et c'est ce champ électromagnétique qui rentre en contact par vibration, par osmose, avec l'âme, informant l'ego de ce qui se passe au niveau de ce que le corps physique détecte. Vu que cela informe l'ego, cela va créer une expérience dans l'âme, donc une expérience dans l'ego. L'expérience dans l'ego qui va être créée automatiquement stimule l'ego à réagir à cette chose. La stimulation de l'ego par le biais de son corps vital, c'est-à-dire l'enveloppe de l'âme, va maintenant induire une autre partie du cerveau, une autre partie neurologique du cerveau, qui va engendrer au niveau du cerveau, c'est pas? C'est un terme québécois, ça? Bon. Cela va engendrer une induction, c'est-à-dire une réponse au niveau cérébral dans une autre localisation du cerveau et qui, elle, va par le biais maintenant de l'hypothalamus engendrer l'expression vibratoire dans le corps de l'homme, ce qui va faire en sorte que l'expression vibratoire engendrée dans le corps de l'homme étant une expérience pour le corps de l'homme, cela va être capté aussi au nid par le cerveau, parce que s'il y a une sécrétion d'hormones, le cerveau le sait. S'il y a un mouvement physique, le cerveau le sait. Le cerveau étant stimulé maintenant par l'expression corporelle, recommence à analyser ce qui se passe au niveau du corps, renvoie cela à l'ego qui sait maintenant, donc cela va réénergiser l'ego, ce qui va créer une auto-énergisation. C'est quelque chose d'horreur, tu brailles, tu te mets à broyer, tu y vas, tu cries, tu paniques. Auto-énergisation. Si c'est génial, tu trouves ça beau, tu rentres en extase, tu jouis, tu veux plus le lâcher, bon. Okay? Il y a donc une forme d'auto-énergisation. C'est au niveau de l'âme, donc de la psychologie, que cela va se faire, et la relation entre l'âme et le corps physique se fait par le cerveau, cela va de soi, par l'auto-induction cérébrale, c'est-à-dire par le phénomène vibratoire qui permet à l'âme, qui est astrale, par le biais de son périsprit vital, de pouvoir entrer en contact avec la vitalité neurologique, donc le cerveau, ce qui maintenant induit dans l'être humain des choses. Et le cerveau humain est comparable quand même à un ordinateur, sauf que ce que je comprends bien, c'est que l'ordinateur, lui, n'a pas les cellules gliales pour accumuler l'énergie autour. C'est ça? Bon, la cellule gliale nettoie les cellules neuroniques, disons, élimine les axones qui sont mortes, démolit les dendrites. Il y a différentes classes de cellules gliales. À un moment donné, la science va avancer un peu plus au niveau cérébral. Il va découvrir qu'effectivement, il y a différentes classes de cellules gliales. Maintenant, le cerveau est comme un ordinateur, c'est un fait. Sauf que l'ordinateur doit obligatoirement fonctionner avec un bonhomme ou une bonne femme qui pitonne. La bonne femme ou le bonhomme qui pitonne, c'est l'âme, au niveau du cerveau de l'homme. Alors, ce qui fait que si tu élimines le cerveau de l'homme, il y a une programmation prête. Mais il n'aura pas. La mémoire cérébrale de l'homme est une mémoire extrêmement limitée. Donc, toute la mémoire du cerveau de l'homme est une mémoire qui est amique. Si on va en Haïti et on rencontre un zombie, c'est une personne à qui on a ôté l'âme, donc c'est un mort vivant. Un mort pour la simple raison que son âme est dans le monde des morts, sauf qu'il est vivant parce que le corps physique ainsi que le corps vital est intégral, et le zombie ne fait rien. Il ne peut pas être intentionnel. Toi, tu vas dire au zombie, lève le bras. Il lève le bras. Il n'y a aucun problème. Le bras va descendre quand le corps pourra plus le tenir, ou bien si quelqu'un lui dit de le baisser. Lui ne le baissera pas. Bon, alors il est fonctionnel, il a une programmation, sauf qu'il ne peut pas être intentionnel parce qu'il n'a plus la mémoire. On est un ordinateur qui est extraordinaire au niveau de la rapidité et du traitement d'informations, sauf que toute notre mémoire se ramasse sur un bloc à part, c'est-à-dire un gros gâteau au niveau de l'informatique, et qui va être notre âme à notre niveau à nous. Tout ça pour dire que le cerveau serait-il le siège de départ de la maladie? Bon, non. Le cerveau est simplement le médium entre le corps physique et le corps astral, donc la psychologie. Le siège de la maladie est la psychologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps physique est vivant. Lorsqu'un jour, vous allez regarder vous allez regarder votre assiette. Et puis, vous allez dire, ça là, c'est pas moi.
mais ça va être moi dans 5 minutes. Bon, alors là, effectivement, vous allez regarder les choses, vous allez dire, sac, je veux pas être ça. Je veux pas être ça. Je veux pas être ça. Et puis là, on va peut-être dire, bon, alors je vais être ceci, je vais être cela, je vais être cela. Et on va manger mauditement mieux. Si on mange drôlement mieux, évidemment, le corps physique s'en portera mieux. Sauf que présentement, étant donné que c'est la psychologie qui marche, tu manges ce que tu trouves beau, tu manges ce qui va te plaire gustativement, hein, ce qui va stimuler les mémoires chez toi, mais tu ne nourris pas ton corps physique. Le corps physique, il se contentera de ce qui va rester. Bon, tu t'habilles ta psychologie, tu t'habilles trop serré, tu t'habilles trop chaud, tu t'habilles trop froid, tu t'habilles ceci, tu t'habilles cela, mais tu n'habilles pas ton corps physique. Le corps physique, il se démerdera, la circulation poussera un peu, puis ça passera dans les jeans serrés. Bon, hein? On met des souliers à talons hauts, on met des choses comme ça, ben c'est ça, c'est qu'on veut, on habille toujours, on chausse notre psychologie, on chausse pas notre corps physique. Le corps physique se contenterait bien d'être à terre. Bon, il a besoin de respirer par la peau. Bon, évidemment, encore une fois, on vêt notre psychologie. Lorsque, à un moment donné, la personne regarde, prenons le maquillage, elle va regarder toutes ses cosmétiques, elle va dire, ça c'est moi. Parce qu'effectivement, c'est ça. Bon, et là, elle va mettre un peu de elle sur elle. Bon, et quand elle va l'ôter, elle va dire, c'est moi que j'ôte. Bon, si la personne prend conscience de ce phénomène, ben, il y aura évidemment une évolution majeure qui va éliminer un paquet de malades dans les cliniques. Bon, alors vous vous réformerez. Hein? Une vétérinaire, par exemple. Au moins un patient qui ne chialera plus. Ah oui, c'est ça, oui. Bon, ça c'est une chose, mais au moins de CAT. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre ego est un phénomène qui accumule de la mémoire, est un phénomène qui s'identifie à des formes, est un phénomène qui a une mémoire qui n'est pas très, très longue. C'est-à-dire que l'ego et l'âme, on pense souvent, je me rappelle de quand j'avais 2 ans, je me rappelle de v'là 8 ans, je me rappelle de v'là 2 ans. Mais on s'en rappelle toujours d'une façon nébuleuse. Il y a certaines choses qui nous ont marquées, puis on les ressort de temps en temps, donc on les réénergise au niveau mémoriel. Mais le reste, ça reste toujours un peu... Tu sais, exactement quelle face avais-tu quand tu avais 12 ans? Heureusement qu'il y a des photos. Oui, parce que sinon, tu n'aurais vraiment aucune idée. D'où, pourquoi? Pour la simple raison que ton identification vit avec l'évolution de ton corps physique. C'est-à-dire que chaque fois que ton ego est transformé, elle a besoin d'énergie vitale. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que l'ego, c'est comme une balloune. Bon, alors l'âme, c'est une balloune. Plus on met de la mémoire dedans, plus on met de l'air dedans, plus l'enveloppe s'étire et plus ça gonfle. Plus ça gonfle, plus l'enveloppe devient mince, n'est-ce pas? Une ballonne, plus de baudruche, un ballon de baudruche, plus on le gonfle, plus ça devient mince. Plus ça devient mince, plus vous devenez sensible, donc influençable. Vous êtes facilement broyable. Vous êtes la femme qui vient d'accoucher, par exemple, va être broyarde, elle va être ceci, va être cela. Parce que l'enfant a besoin de plein d'énergie vitale, alors il en prend énormément au niveau de l'ego, il en prend au niveau du corps physique. Alors la mère se fait suctionner parce que l'enfant prime en termes de survie sur la mère au niveau de la gestation. Alors évidemment, la mère va passer par des phases psychologiques et même 2-3 mois après l'accouchement, elle va passer encore par des phases où elle sera hypersensible parce qu'elle manque d'énergie vitale. Bon. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'âme grandit, il devient hypersensible, donc l'enveloppe devient hypersensible. Celui qui mange énormément de fruits verts, de fruits mûrs, de légumes mûrs, celui qui mange des choses vivantes, ou comme je le dis de temps en temps en séminaire, si vous voulez manger vivant et de la viande, ben mangez au moins l'animal vivant, tu sais. Au moins il y aura de la vie dedans. Bon. Maintenant, il n'y a personne qui le fait, parce qu'on va dire ça se fait pas, ben on peut manger des chenilles, on peut manger des insectes, enfin c'est vivant. Bon. C'est plein de protéines en plus, hein? Bon. Oui, très nourrissant, effectivement. L'hiver, c'est plus mal commode. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est simplement, c'est que lorsque l'ego grossit, celui-ci, pour pouvoir préserver sa sécurité, son intégrité au niveau de sa sensibilité, le gars qui a toujours été carrière de football, qui marche, à un moment donné, il commence à vivre des expériences et il se transforme. Se transformant, il grossit au niveau mémoriel, et grossissant au niveau mémoriel, il devient plus sensible pendant une période de temps. Autrement dit, toi, tu rencontres quelqu'un qui va transformer ta vie, tu vas toujours l'écouter, tu seras comme hypnotisé par lui, ça dit que tu seras extrêmement plus sensible. Et à un moment donné, tu sors dehors, il arrive un accident, tu es plus bouleversé. Ton périsprit est plus mince parce que tu as gonflé. C'est la rançon de l'évolution. C'est la rançon de l'évolution. Maintenant, la rançon parfaite de l'évolution, c'est le vieillissement et la maladie. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'après cette période de sensibilité, regardez que les personnes qui, normalement, ont un corps jeune, même s'ils sont plus vieilles, sont des personnes extrêmement sensibles. Oui. Mais la personne qui, à un moment donné, vieillit rapidement, est une personne qui sera beaucoup plus dure. Hein, une personne beaucoup plus intransigeante, une personne qui pourra marcher, tu sais, elle aura plus de rides, elle sera plus vieillie, mais on ne pourra pas la voir, on ne pourra pas l'enguirlander.
Bon. Pourquoi? Parce que son ego se protège par un périsprit vital extrêmement épais, et ce périsprit, cette énergie vitale, il ne naît pas de l'âme. Il ne provient que de la terre, que de la vie. Et cette vie est transmissible au corps de l'homme par l'alimentation qu'il prend. C'est pourquoi c'est extrêmement important de manger des choses vivantes, et c'est pourquoi c'est extrêmement important de mastiquer. On ne mastique pas pour que la digestion se fasse mieux. L'estomac doit travailler. Fait que plus on y en donne des gros morceaux, plus on l'entretient à travailler. Bon. On doit mastiquer. Pourquoi? Simplement parce que l'énergie vitale est, disons, assimilable exclusivement par la bouche et par le nez. Alors, plus tu mastiques que des choses vivantes, donc des légumes et des fruits longtemps, plus tu assimiles de l'énergie vitale. Plus tu respires lentement, plus tu en assimiles aussi. Mais au niveau où tu manges de la viande, bouffe la ronde, ça dérange pas. Le chien à bouffe bien rond, puis il sert l'estomac, c'est chien pas. Hein? Tu donnes un quartier de viande, cloc, 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 fini là. Hein? Un serpent, ça bouffe un bœuf d'une claque. Ça n'a pas d'ulcère d'estomac. Alors, c'est pas parce que l'homme mange vite qu'il a des ulcères. Par contre, il peut manger vite parce qu'il est nerveux, et là, ça va engendrer cela. Mais le gars va manger bien lentement, va être encore bien plus nerveux, va avoir des ulcères pareils. Hein? Ça va de soi. Bon. Mais la nourriture, ça a vraiment une grande importance. Moi, je regardais des gens, dans le temps que je faisais de la méditation, des gens mangeaient végétariens et même végétaliens. Ils étaient flyés bien net. Ils trouvaient que les méditations étaient extraordinaires, mais Moses, que c'était des gens qui n'étaient pas groundés, qui n'étaient pas parlables. Exactement. Et je regarde des gens de notre famille, des gens des gros travailleurs qui mangent supposément mal, des gros repas, puis finalement, ils sont pas payés pour ça. Non. Tu gardes ta question, je fais rien qu'expliquer ça, puis on vient, c'est très important. Puis tu vas comprendre pourquoi que les carnivores, la viande, a été ce qui a permis l'évolution majeure de l'humanité, et que plus on va se diriger vers le phénomène de l'homme nouveau, plus on va se diriger vers le végétarisme. Bon. Maintenant, tous les peuples végétariens présentement sont des peuples finis. Ouais, mais finis aussi. Bon, d'accord? Et les peuples carnivores sont les peuples qui mènent la terre. Bon, mais on reviendra là-dessus un petit peu après si tu n'oublies pas ta question. Sinon, vous l'écrirez ou il pensez pour lui. Bon. Alors donc, ce que je dis, c'est que lorsque le périsprit s'amincit parce qu'il y a évolution, et évolution, c'est aussi maturation. C'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'on vit, on a un certain bagage mémoriel. Mais quand ça fait 65 ans que l'on vit, on a un maudit bagage mémoriel. Alors, tout au long de l'expansion de cette mémoire, et c'est pourquoi l'être humain devrait apprendre à oublier les choses, mais oublier des choses, cela ne veut pas dire ne plus les retrouver dans sa mémoire. Cela voudrait dire les retransformer en énergie vitale. Mais on va revenir. C'est le phénomène d'ailleurs de la mutation vers l'homme nouveau. Plus l'être humain accumule de la mémoire, plus il s'informe, plus il accumule des phénomènes émotifs, plus il va voir son périsprit s'amincir, et plus l'ego va aller chercher dans le corps physique de cette énergie vitale qu'il a besoin pour conserver sa sécurité. Plus la personne à 45 ans, elle a l'air d'une personne extrêmement vieille, oui, mais essaye d'y vendre des bonbons pour 50$, puis tu vas voir que tu pourras pas. La personne, elle a 45 ans, 50 ans, puis elle paraît jeune. Je parle pas de ceux qui sont fait la face, là. Bon, je parle de ceux qui ont une évolution normale. Bon. Alors, elle paraît jeune, maintenant, va lui offrir une fleur et elle va triper. Tu sais, elle est plus flyée. Bon. Les végétariens sont souvent moins vieillis, sauf ceux qui commencent un petit peu tard. Ils peuvent rajeunir de toute façon, mais ils vont être justement plus flyés. Parce que la viande, comme la cigarette, te tient au sol. Comme la boisson, d'ailleurs, te tient au sol. Mais vu qu'elle te tient au sol, elle t'oblige à puiser dans ton corps physique de l'énergie vitale au niveau de ton ego. Alors, celui qui boit, celui qui mange énormément de viande aura un corps qui va effectivement vieillir plus vite. Bon. Maintenant, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que plus l'être humain accumule de la mémoire, donc plus l'être humain vieillit psychologiquement, plus il a besoin d'énergie vitale qu'il va puiser au niveau de son corps physique, donc plus il vieillira physiquement. Pourquoi? Parce qu'il tarit la dose, disons, génétique d'énergie vitale. La cellule ici, si je la prends, je la mets sur la table et je la place dans un cadre vital adéquat, elle va se diviser en deux, faire deux cellules, qui vont se diviser, faire d'autres cellules. Et lentement, on va s'en aller à une vitesse folle, puis on aura des cellules ad vitam aeternam. Je reprends la cellule, je la mets dans mon corps, puis au bout d'un certain temps, elle ne pourra plus se diviser, elle va mourir. Ou bien elle va se diviser, mais d'une cellule pleine de vie, hein, pep en pep, elle va se diviser en deux cellules à moitié vivantes. Et c'est là le processus du vieillissement. Elle n'a plus la dose nécessaire d'énergie vitale pour pouvoir engendrer une cellule fille qui sera aussi puissante que la cellule mère. Et lorsqu'elle va se rediviser, on aura donc encore un vieillissement, donc un appauvrissement au niveau vital. Alors la peau finit par devenir lustrée, glacée, le corps physique vieillit lentement, les rides sont conservées au niveau mémoriel, et lentement le corps s'épuise. Mais ça veut dire qu'il faut aller absolument puiser l'énergie vitale à l'extérieur de nous continuellement pour s'entretenir? Bon, il y a deux choses. Premièrement, cesser d'en gaspiller ou bien en puiser à l'extérieur.
La maladie vient de où? Et on revient encore, la maladie vient de où? La maladie vient simplement du fait que lorsque la psychologie de l'homme a besoin de phénomènes vitaux pour conserver une mémoire, elle va la puiser là où le corps physique ramasse la plus grande quantité de phénomènes vitaux. Ça va être normalement au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque ou au niveau gastrique. Bon. Intestinal par la suite. C'est là qu'il va se faire l'assimilation des aliments. Pourquoi? Parce que même si l'aliment, lorsque l'être humain a mangé rapidement et qu'il a avalé, toute l'énergie réellement vitale qui constituait l'aliment n'est pas assimilée par le système intestinal. Sauf que toute l'atomicité, tout ce qui fait en sorte que le bol alimentaire est quand même, disons, une pomme, il est quand même pommique. Il y a quand même ces morceaux de pommes, mélangés de salive, par exemple, et d'acide chlorhydrique, et de bile, etc. Ces morceaux-là vont, dans le système intestinal, être retransformés, et on va être capable, donc, de briser les molécules pour pouvoir structurer, des calories, structurer des sucres, structurer une panoplie de choses pour que le corps puisse vivre. Et le résidu, disons, de ça, va être les excréments, et une partie d'énergie vitale atomique qui, là, va être tétée par l'ego. Mais ce qui va arriver, c'est que l'ego va têter au niveau du système pulmonaire, du système cardiaque, du système coronarien, du système intestinal, et ramassant l'énergie qui va circuler là. Pulmonaire, c'est par l'air que cela va se faire. Il va en même temps puiser dans la partie biologique de cette région. Alors, on aura des maladies gastriques, des maladies donc intestinales, des maladies pulmonaires, des maladies coronariennes, on aura des maladies cardiaques, on aura cette panoplie de maladies qui sont typiquement des maladies de l'évolution, donc des maladies de l'homme ancien, où on en est rendu aujourd'hui. Le cancer, lui. Bon, le cancer. Le cancer, c'est premièrement une maladie il y a deux formes de cancer. D'ailleurs, il y en a plus que deux formes, mais disons qu'il y a deux formes majeures de cancer. Tu as parlé au début de la conférence de maladies karmiques planétaires. Donc, on a parlé, par exemple, la peste bubonique, on a parlé de la pneumonie, on a parlé de ces choses-là. Le sida est une maladie de l'évolution, c'est une maladie qui est karmique planétaire pour remplacer, justement, les cures de maladies traditionnelles, épidémiques qu'on a pu. La médecine a réussi à vaincre certaines épidémies, n'ayant pas compris l'intelligence de ces maladies. Évidemment, il y a d'autres maladies qui vont apparaître à un moment donné au niveau de l'évolution de l'homme pour toujours restreindre l'homme dans une souffrance karmique, au niveau des pathologies. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'être humain évolue, il y a donc des maladies au niveau du cancer qui vont être karmiques planétaires, il y a des formes de cancer qui sont virales. Bon. Et il y a des formes de cancer qui, par contre, ne sont pas virales, mais vont être induites normalement par la peur qu'aura l'ego de mourir. L'endogène. Exactement. Lorsque l'ego a peur de mourir, il finit par induire dans son corps physique une structuration qui va faire en sorte que la cellule va se multiplier pour que, justement, il ait le feeling que ce multipliant, il vieillit plus. Et alors, ça se multiplie, on appelle ça un tumeur. À un moment donné, ça devient malin, ça devient cancérigène, et puis là, il faut faire une ablation, puis ça va continuer ailleurs, et puis ailleurs, et puis ailleurs, et ça, c'est un phénomène psychosomatique. Donc, l'homme ancien, normalement, qui ne comprend pas le phénomène de la mort, donc qui a peur de la mort. Beaucoup me disent, moi, je n'ai pas peur de la mort. Non, mais chaque fois que c'est leur fête, ils ont une crispation majeure. Ils n'ont pas peur de la mort, mais ils veulent pas vieillir. C'est le même phénomène. Alors, parce qu'à la fête, c'est conscientisé, cela les habite à l'année longue, et lentement, ça peut induire un cancer, pour la simple raison que l'âme, tripotant le corps vital du corps physique, finit par induire ces pathologies. Ça va pour le cancer endogène, le cancer. Mais le cancer exogène, le cancer causé par les environnements, l'homme nouveau, comment est-ce qu'il va y échapper? Bon. Comment un homme normal échappe-t-il à la grippe ou au rhume? Oui, j'en ai pas souvent, moi, puis j'en vois du monde qui a la grippe. Oui, mais comment on pourrait faire pour y échapper? Quand tu es bien fatigué, tu l'attrapes plus facilement que quand tu es en forme. Oui, effectivement. Quand tu es fatigué, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'on ne parle pas de la fatigue lactique, là. Parce que tu as fait trop d'activité physique. Non, pas fatigue musculaire, fatigue. Exactement, la fatigue nerveuse, la fatigue. Bon. Cette fatigue-là, elle est causée par quoi? Tu manques de vitalité, n'est-ce pas? Oui. Bon. Si tu manques de vitalité, c'est que tu manques d'énergie vitale au niveau de ton corps. Donc, automatiquement, la mémoire qui maintient la cristallisation moléculaire de ce qui constitue ton corps est affaiblie. Manquant d'énergie vitale, tout ce qui vient de l'extérieur, que ce soit de la pollution, que ce soit des virus, des bactéries, que ce soit n'importe quoi, lorsque ça pénètre chez toi, toutes ces choses ont une forme vitale particulière. Si c'est des fibres d'amiante, ça a une constitution chimique et atomique qui est particulière, et la liaison atomique, c'est l'énergie vitale. Cette énergie vitale-là, tu l'assimiles. Elle pénètre chez toi,
c'est intéressant, c'est plaisant au bout. Sauf que ce qui va arriver, c'est que lorsque ça s'approche de certaines régions de ton corps, ça peut être au niveau pulmonaire, par exemple, cancer du poumon, avec la cigarette, ou non avec d'autres choses. Lorsque cela vient s'accoler sur les parties du corps, l'énergie vitale de la substance toxique, donc de la toxine, est capable d'engendrer une mutation génétique dans les cellules immédiatement accolées à elle. Donc, vu que l'énergie vitale de la cellule est extrêmement faible, tu es fatigué, il n'y a pas suffisamment d'énergie vitale pour pouvoir transformer l'intrus, et c'est plutôt l'intrus qui transforme ton phénomène. Alors, automatiquement, tu peux arriver à avoir une résistance de l'ego vers la région qui va essayer de stimuler, disons, la procréation de cellules pour réagir. Mais en réalité, on devrait plutôt stimuler, l'envoi d'énergie vitale. Mais l'ego, l'âme, la psychologie de l'homme ne connaît pas ces mécanismes. Ce qui fait qu'on va réagir un peu comme l'allergie, par exemple, au rhume des foins. Les muqueuses nasales reçoivent certaines agressions extérieures. Et au lieu de réagir comme ça devrait, alors automatiquement, la psychologie envoie une dose massive d'histamine, par exemple, et puis là, ça se met à réagir et à se défendre comme si on te rentrait des tournevis dans le nez, puis là, tu te mets à pleurer, à moucher, puis là, tu t'arrives plus, tu te défends trop. Alors donc, les cancers exogènes sont des cancers qui vont être une réaction. L'être humain manque de vitalité, bouffe trop de viande. L'être humain est trop fatigué, donc l'être humain tête trop de son énergie vitale au niveau corporel. C'est-à-dire, l'être humain est trop stressé, l'être humain est trop angoissé. Donc, l'ego vit trop d'importance au niveau des choses, ce qui fait qu'automatiquement, le corps est laissé à lui-même avec un manque d'énergie vitale. Alors, automatiquement, le corps est apte à ramasser n'importe quelle forme de pathologie. De quelle façon, donc, on va juste revenir aux maladies de l'homme nouveau et après ça, à comment, justement, ça essaie d'être malade et puis à un moment donné, comment ça essaie de vieillir. Tu crois-tu à ça qu'on peut arrêter de vieillir? Non. C'est ça que tu voulais savoir? C'est ça que je veux savoir. Tu crois-tu à ça qu'on peut ne pas mourir? Physiquement? J'y crois pas, mais je trouve ça bien cute. OK, ça m'obsède. Ça fait des années que je me dis, il me semble que ça devrait être possible, mais l'observation est évidente. Il n'y a pas les personne que je statistiques connais. ne portent pas à croire que ça se fait. C'est ça. Mais je connais pas grand monde autour de moi, qui a vécu bien plus vieux que la moyenne. J'en connais pas. Quand je dis 150, 200 ans, j'en connais pas. Est-ce que tu connais l'âge de tous ceux que tu connais? Qu'un toi. À un moment donné, on s'amusera. Bon, OK. Donc, la maladie de l'homme transitif. Et ça, c'est des patients que les médecins voient de plus en plus, et la majorité d'entre ceux qui, présentement, ont certaines pathologies ou vont en avoir, ce sera des maladies de personnes transitives. Pour être transitif, est-ce qu'il faut avoir une philosophie d'homme nouveau? Bon, premièrement, la philosophie de l'homme nouveau, mettez-la loin, dans la filière ronde, c'est pas la poubelle, parce que l'homme nouveau n'est pas un philosophe, l'homme nouveau est un psychologue, un homme d'action, c'est un être qui vit l'instantanéité, et il ne philosophe pas sur les choses. Bon. Alors, on ne peut pas vivre d'une philosophie de l'homme nouveau. J'ai écrit un livre pour expliquer des mécaniques, j'ai pas écrit un livre pour philosophier, ça va de soi. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que l'être humain grandit, vous savez, lorsque vous faites des travaux mathématiques, lorsque vous étudiez, hein, à l'école, on envoie les jeunes, on leur fait suivre des cours de mathématiques d'une façon abominable. T'es médecin, il a fallu que tu fasses des sciences mathématiques assez avancées. Malheureusement. Oui, sais-tu pourquoi? Parce que la mathématique est la seule chose qui force une augmentation de la programmation de ton cerveau. Oui, je l'avais compris, mais... Bon, le mot de chance. Mais vu qu'on l'explique pas aux jeunes, puis que la majorité des profs le savent même pas, tu t'en vas en médecine, faut que tu fasses des maths, tu sais. T'as de la misère à saisir le phénomène. La seule chose qu'il y a, c'est que si tu arrives à pouvoir jouer avec une spéculation mathématique, puis jouer avec un paquet de chiffres, puis aller chercher une conscience plus grande, c'est évident que tu auras la faculté d'avoir cette même conscience au niveau d'un individu, d'un humain, d'une pathologie, de faire de la recherche. On développe ça. Ce développement engendre une mutation de la programmation, disons, génétique et d'éducation chez l'enfant. Il y a donc une mutation neurologique qui est déjà enclenchée. Bon, pour prouver la mutation neurologique que moi j'apporte et qui est tout à fait neuve, parce disons, je suis le seul, le premier à l'amener, pas le seul, mais le premier à l'amener publiquement, le phénomène de la mutation, cela veut dire que dans la tête de l'homme, il y a une mutation. Alors, vos cerveaux sont en train de changer. Il s'améliore pour la majorité des cas, et il y a certaines personnes, le cerveau, évidemment, est en dégradation. Bon, dépendant des causes. Alors, ce qu'il faut comprendre, prenons juste l'exemple d'une personne qui, à un moment donné, a une thrombose cérébrale. Alors, elle se ramasse paralysée d'un côté. Et on peut la rééduquer, donc on peut forcer son cerveau à restructurer une programmation pour contourner les parties qui seront mortes, qui auront été ischémiées, et la personne pourra retrouver une partie d'elle-même. Comment on va faire?
Et présentement, la médecine fonctionne comme ça. C'est pas le meilleur moyen, mais c'est le seul qu'il connaît présentement. On va motiver le bras de la personne, par exemple, pour le faire bouger. C'est-à-dire qu'on va finir par faire fonctionner à l'inverse. On va finir par induire dans les muscles une forme d'électricité qui va finir lentement par stimuler le système nerveux et lentement, ça va revenir au cerveau jusqu'à temps que ça refasse son chemin puis que le cerveau le découvre et puis là, il pourra peut-être se servir de cette nouvelle voie. Il y a d'autres moyens de le faire. Premièrement, il y a le phénomène de l'isométrie cérébrale qu'on développe au niveau du PMC, qui permet à un moment donné à la personne d'avoir un cerveau qui serait capable de t'as une thrombose, et puis 2 semaines après, quand c'est revenu un peu, c'est pas long que tu reprends tout le contrôle de ton corps parce que tu as suffisamment de contrôle au niveau neuronique, un peu comme la technique Menfi, justement, t'oblige à connaître ton corps musculaire d'une façon parfaite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a donc une mutation neurologique, la médecine ne peut pas la nier parce que l'Institut de réhabilitation fonctionne juste là-dessus. Bon, puis Santa Gabrini, pas Santa Gabrini, mais on a quelques autres hôpitaux à Montréal qui fonctionnent là-dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fur et à mesure que vous évoluez, que vous vous posez des questions, que vous vivez des problèmes, que vous vivez des souffrances, que vous recherchez à savoir des choses, que vous essayez de voir plus grand, automatiquement, votre cerveau limité a besoin a besoin de plus de puissance, de plus de place. Plus on va se poser de questions, plus on va finir par débloquer des phénomènes neurologiques, et c'est cette mutation. Le maudit problème, c'est que la première maladie de l'homme nouveau va être la perte de mémoire. Une perte de mémoire très localisée qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. D'autres formes de maladies vont être la majorité des phénomènes d'hyper ou d'hypotension qui ne sont pas pathologisables. Bon, on a les maladies cardiaques qui ne sont pas, encore une fois, on a le symptôme de l'infarctus, mais on n'aura pas l'aboutissement sur l'électrocardiogramme. On aura les maux de tête, on aura des maux de tête, on aura des bourdonnements, mais on aura aussi des piquements, par exemple, ça pique sur le nez, ça pique dedans, t'as beau te gratter, ça pique à l'oreille, tu tripotes, ça pique toujours, 1 mois de temps, ça pique, tu deviens fou, Bon, pourquoi? Parce que ça pique pas. Alors, t'as beau gratter, mais ça pique pas. Ben, ça pique ou ça pique pas, là? Ça pique pas. Alors, tu vas voir le médecin, il a beau tout faire un test d'allergie, il a beau gratter l'oreille, il a beau te donner des antihistaminiques, il a beau faire n'importe quoi, ça pique. Mais ça pique pas. Ça, c'est l'homme transitif avancé. Non, ça peut être n'importe quelle personne qui présentement est en mutation, et la majorité des personnes du Québec vont de plus en plus vivre ce genre de conneries. Bon. Le problème qu'il y a, c'est que tu peux t'en aller en dépression quand ça fait 6 mois que ça te pique sur le bout du nez, puis que tu es toujours en train de te gratter, t'as un nez qui est rendu enflé comme ça, hein? Ça amène des dépressions. Mais il y a d'autres genres de maladies. Les personnes qui, à un moment donné, se lèvent un matin et ont mal dans le dos. Hein? Tu en as parlé tout à l'heure, tu en as parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je me suis tordu? Est-ce que j'ai fait du yoga pendant la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, ça va pas. À un moment donné, tu vas vivre et soudainement, au niveau articulaire, il y a une épaule qui fait bizarre. Ça se place. D'un coup, c'est un genou. Rhumatisme, arthrite, ça se place. C'est une cheville, ça se place. La main ample, ça se place. Il y a un paquet de maladies, et là, on va aller voir un médecin, puis le médecin, il commence à sculpter le coude, puis là, tu vas dire, non, c'est dans le coude, c'est dans le pied. Bon. Pas aussi rapidement, mais tu vas le voir pour une fois, puis que tu repasses 1 mois après, c'est rendu là. C'est plus là. Hein? Bon, t'as peut-être déjà vu des patients comme ça. On a des maladies. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est sûr que le médecin peut dire, ben oui, mais c'est un virus, hein, puis il se pousse en maudit, sauf que près 2 jambes, il passera pas. Le problème, c'est comment arriver à cerner ce phénomène au niveau médical. Et on a une panoplie de gens. Je donne des exemples. Hein. Si vous en avez des exemples tout à l'heure, on pourra, disons, travailler dessus au niveau des questions. Je donne des exemples, je ne peux pas toutes les énumérer. Mais il y a un maudit paquet. Est-ce que, bon, peut-être t'es déjà arrivé, vu que t'es quand même une personne qui se pose des questions, à un moment donné, t'as comme un tic nerveux qui apparaît. Puis tu sens le muscle. Tu peux toucher, ça continue. Tu ne peux pas le contrôler volontairement, cette partie. Ça y va. D'un coup, ça part. D'un coup, c'est à l'épaule. Une petite niaiserie, tu sens quelque chose. Ça peut être un dérangement des électrolytes, ou ça peut s'expliquer, ça. Oui, et on a de ce genre de banal. on a de ce genre de schnick-schnack qui, à un moment donné, on va faire l'analyse au niveau des électroniques, des électrolytes, et on le trouvera pas. Il manque pas de potassium, manque pas de ceci, manque pas de cela. Ça peut être local. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une des choses quand même qui va être de plus en plus fréquente chez l'homme nouveau. Elle peut être électrolytique, elle peut être aussi neuronique, un peu comme toutes les maladies que je vous énumère là. Ce qui est très important, c'est de commencer par consulter un médecin. Quand un médecin ne sait rien, là, vous pouvez commencer à vous consulter vous. On peut magasiner le médecin, d'accord avec moi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un symptôme à un moment donné, tiens, j'ai comme une attaque cardiaque, ça que j'évolue. Non, t'es peut-être en train de mourir. OK? T'es peut-être en train de mourir. Mais peut-être qu'effectivement, il n'y a rien. Mais là, c'est le cœur.
C'est mieux de faire un peu attention. Il n'y a pas moyen de se douter que c'est sérieux ou pas? Il y a moyen. Mais si je dis c'est quoi le moyen, la majorité vont se prendre suffisamment au sérieux pour penser qu'ils ont le moyen. Et puis, il y en a un paquet qui vont commencer à être malades. Ils vont aller voir les médecins quand ça va être trop tard. Tu sais, dans le sens, vous auriez dû venir il y a 15 ans. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau étant en mutation, les neurones changeant de place finissent par, à un moment donné, localiser. Ils ont l'impression, le cerveau analyse et détecte une douleur rétrosternale. Il n'y a rien au niveau rétrosternal. À un moment donné, le cerveau détecte qu'il manque de pression sanguine. Alors, il répond et il augmente la pression sanguine. Vu que la pression était normale, ça se répercute par une hypertension artérielle. À un moment donné, le cerveau va détecter telle chose. Tu peux avoir la diarrhée pendant 2 ans. Maladie de l'homme transitif. Pourquoi? Parce que le cerveau va commencer à un moment donné, dans sa mutation qui est un peu croche, il détecte des choses et évidemment, toi, tu enregistres la douleur. Tu as mal quelque part, tu sais, ça pique. Ça pique pas. Mais le cerveau est sûr que ça pique. Mais t'imagines-tu la difficulté du médecin de vivre ça? Quand on a une... Il doit s'arracher. Quand on a une forme... C'est ça. Quand... Tu sais, quand on a une formation qui est très précise, qui est très claire, puis que tu arrives avec des pathologies aussi subtiles que ça, c'est très difficile. C'est ce qui coûte cher actuellement. C'est pour ça qu'il y a tant d'investigations, tant de radiographie, puis de toutes sortes d'examens. Alors, la deuxième partie, on va expliquer un peu plus comment, justement, on devrait se présenter à un médecin pour donner une chance au médecin. La majorité, donc, des maladies et des pathologies qui commencent à intervenir au niveau d'évolution de l'humain, donc du Québécois, entre autres, étant donné que ça ne nous sert à rien de poser la question pour l'étranger, sauf si on travaille pour l'Organisation mondiale de la santé, mais ce qui n'est pas le cas, je crois, pour l'instant ce soir. La majorité des pathologies sont des pathologies qui peuvent être d'ordre conventionnel, donc des maladies normales, des maladies qui vont être tributaires de votre mauvaise alimentation, vitale, de votre stress, de votre genre de vie, de votre manque de sommeil, de tout ce qui, normalement, gère vos vies émotives, vos vies psychologiques et vos vies physiques, donc les pathologies typiques de l'homme ancien. Et on a une autre gamme de maladies qui commence à apparaître et qui est apparue d'ailleurs depuis déjà un bon bout de temps dans la majorité des corps du Québec ésotérique entre autres, donc du bouclier canadien, mais on parle encore du Québec politique pour l'instant, vu qu'on est au Québec politique. Et les médecins ont à y faire face régulièrement, mais ce n'est pas tellement le problème. Le problème, ce n'est pas que les médecins aient à y faire face, c'est plutôt que vous ayez à y faire face. Ces maladies vont naître de votre propre évolution. On sait très bien que plus l'homme se conscientise, plus il a à vivre de la souffrance. On sait depuis longtemps que la souffrance est liée à l'évolution. Avant, quand je comprenais pas, je m'en faisais pas. C'est en plein ça. Maintenant que je comprends, j'ai peur, je suis stressé, je suis angoissé, je me pose des questions qui n'ont pas de réponse. Alors, je souffre. Avant, dans l'Antiquité, lorsqu'une personne de famille mourait, les hommes des cavernes faisaient 3 ou 4, ça finissait là. Si on le bouffait pas, on le laissait là. Ou on s'en servait comme appât, si on n'était pas cannibale. Mais on ne vivait pas de cette souffrance de l'évolution. Plus l'être humain se raffine, plus l'être humain apprend à souffrir. Celui qui ne connaît pas la valeur d'une œuvre d'art, d'une peinture, par exemple, ne souffrira pas de voir un musée brûler. Il va contempler la flamme. Tandis que le conservateur du musée, ou encore celui qui a appris à connaître ou à vibrer avec ce que l'œuvre d'art tend, disons, à émettre comme onde de forme, lui ne regardera pas la flamme comme étant un spectacle intéressant. Il va plutôt regarder les pompiers, voir s'ils manœuvrent bien. Bon. Alors, plus l'être humain évolue au niveau de sa psychologie, plus il apprendra à souffrir. Plus l'être humain évolue au niveau de sa psychologie, plus il développera des pathologies, donc des formes de maladies qui sont physiques et qui vont l'empêcher d'avancer. Dans l'Antiquité, l'être humain avait été soumis à un bris d'évolution par l'assujettissement collectif à des maladies collectives, ce qu'on appelle les maladies épidémiques. Toutes les épidémies ne sont maintenant bannies des contextes évolutifs de notre planète, c'est-à-dire les contextes là où on a bouffé suffisamment de viande rouge et de viande blanche pour avoir un corps mental suffisamment élaboré, suffisamment avancé, de façon à ce qu'on ait une science médicale qui maintenant permette justement la répulsion des phénomènes épidémiques. Lorsque l'être humain va de plus en plus vers une évolution dans une conscience individuelle et non pas individualiste. Présentement, on a une conscience collective individualiste et l'homme nouveau lui aura une conscience individuelle, mais qui sera à tendance écologique, donc à tendance collective, collectiviste.
Lorsque l'être humain va de plus en plus vers cette tendance individuelle, automatiquement, il va se désassujettir, donc se déconnecter des phénomènes épidémiques. Il va donc commencer à avoir ses propres petites maladies à lui. Ces maladies seront particulières à son état d'évolution. Donc, présentez-moi une psychologie, je pourrais vous présenter un corps physique qui souffrira de certaines formes de maladies. On pourrait même déterminer ou diagnostiquer à un moment donné l'état évolutif de l'être humain par rapport à son corps physique, donc par rapport à ses maladies. Maintenant, il faut comprendre que l'être humain vivant dans une société de stress est coloré par l'agression, continuelle des autres. C'est-à-dire que lorsqu'un individu vit dans un contexte où il se fait tout à fait sucer en énergie continuellement, il va vivre une dépression à un moment donné. Une dépression, c'est une perte d'énergie, c'est une dépression. Donc, il va vivre une dépression. Il peut aussi être atteint d'un cancer qui sera, disons, endogénique, donc créé à l'intérieur de lui, mais qui aura une cause extérieure au niveau de l'agression psychologique. Ce ne sera pas une cause physique. Donc, l'être humain on me présente un corps physique, je regarde le corps physique, je diagnostique, j'observe les symptômes des maladies, et on peut avoir une idée de l'évolution de l'individu. Maintenant, il ne faut pas qu'on pense que plus l'être humain est malade, moins il est évolué. Si l'être humain est d'une évolution individuelle, donc de cette évolution vers l'homme nouveau, effectivement, à un moment donné, on pourra dire, plus il est malade, plus il est évolué. Ça paraît extrêmement contradictoire, ça paraît même con. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain n'a pas entre les mains les clés de son évolution. Parce que si on les aurait entre nos mains, ça ferait longtemps qu'on évoluerait sans souffrance, sans maladie. Et ça marcherait droit comme on aimerait que ça marche. C'est-à-dire tout croche. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, n'ayant pas les clés de son évolution, ne peut pas régir celle-ci. L'être humain évolue comme un nuage avance dans l'atmosphère. C'est-à-dire que le nuage a une forme particulière. Maintenant, la forme ne reste pas la même lorsque le nuage avance. Alors, il y a des parties du nuage plus avancées qui, à un moment donné, semblent rétrograder parce que les vents poussent plus sur les côtés du nuage, en périphérie. Alors, à un moment donné, le nuage se déforme, il avance différemment. Les molécules du nuage qui étaient en arrière finissent par se retrouver en avant, en haut ou en bas. Et lentement, le nuage a une progression. L'évolution de l'homme est de même nature. Alors, à un moment donné, vous avez de la patience. Soudainement, la patience semble prendre du retard, tandis qu'une autre partie évolue. Alors, ce qui fait qu'une personne qui est extrêmement malade peut être extrêmement évoluée au niveau de la transition vers l'homme nouveau, pour la simple raison que ce qui, au niveau neurologique comme au niveau endocrinien, au niveau physique, au niveau nerveux, est en mutation, peut, pendant un laps de temps, être tout à fait inapte ou inadapté à l'évolution biologique, disons, darwinienne, c'est-à-dire que l'être humain, ne vivant pas une évolution darwinienne, une évolution adaptative, mais il vit plutôt une évolution améliorative. Cette évolution améliorative peut engendrer une adaptation biologique au niveau des corps physiques, ce qui va évidemment engendrer une panoplie de pathologies qui ne sont pas en harmonie nécessairement avec le degré d'évolution de l'individu. Mais l'homme transitif qui est malade justement parce qu'il est transitif, il peut en mourir. J'en connais des gens, moi, qui sont évidemment. transitifs. Le corps physique peut en mourir, pas l'homme transitif. Mais le corps physique peut effectivement mourir, la mort n'existe pas. Bon. Alors, bon, on reviendra là-dessus à un moment donné et tu viendras m'interviewer, ça t'intéresse. C'est au mois d'avril. Je vais t'amener à l'urgence, on va t'en faire voir des morts. Tout en pas, je vais travailler suffisamment sur des cas en arrêt cardiaque, j'en ai rallumé suffisamment quand je travaillais pour Urgence Santé. C'est moi qui te les amené à l'urgence. Ça, je te dis, ils sont morts dans l'urgence. Oui, pas toutes, hein? Pas toutes. Bon. C'est intéressant. Une chance qu'il y a beaucoup de techniciens ambulanciers, pas juste moi. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que l'être humain, évoluant continuellement, vit une mutation physique et une mutation neuronique, donc cérébrale. Cette mutation est absolument nécessaire pour lui permettre de comprendre mieux, de comprendre plus vite, d'englober plus de choses, de pouvoir exprimer biologiquement une conscience agrandie, donc au niveau de sa conscience. Plus l'être humain entre en contact avec ce que la théologie antique appelle l'Esprit Saint, ce que moi j'appelle, disons, l'énergie supramentale, c'est un phénomène qu'on a expliqué, sur lequel on va revenir aussi, plus l'être humain entre en contact avec ce genre de choses, cela, tout à l'heure, j'expliquais que l'âme venait induire dans les neurones certaines réactions qui finissaient par se transmettre et qui étaient détectables au niveau d'un électroencéphalogramme ou des appareils de biofeedback. Sauf que cette énergie astrale, à un moment donné, va être supplantée par l'énergie mentale de l'homme. Cette énergie mentale, vous l'avez tous déjà, l'intellect est sa partie la plus basse. Et à un moment donné, on a un contact avec l'intelligence instantanée, donc vous allez avoir un contact centré dans votre esprit, des choses que vous ne connaissez pas nécessairement encore. Et puis, à un moment donné, cette intelligence ou cette énergie supramentale fait vibrer les neurones de façon à désassujettir l'humain d'une panoplie de phénomènes manipulatifs. La semaine dernière, on parlait de Satan. On va revenir à un moment donné sur le phénomène de l'exorcisme. Alors, donc, ça finit par désassujettir l'humain de ces choses. En attendant, lorsqu'il y a mutation, le cerveau n'est pas apte à fonctionner convenablement.
Alors, la plus banale pathologie de la personne transitive, ce sont les pertes de mémoire. Idiote, conne, imbécile, très perturbatrice, disons angoissante à un moment donné, et ça peut arriver à n'importe quel âge. C'est une mutation de la partie neurologique qui, disons, interprète le phénomène mémoriel au niveau de l'âme. Les autres pathologies sont des pathologies d'ordre physique qui peuvent être des pathologies tout à fait réelles. D'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, Claude, une personne transitive peut, à un moment donné, à l'âge de 20 ans, avoir une attaque cardiaque, donc avoir un infarctus du myocarde. Leucémie. Les leucémies, c'est le même genre de phénomène, et elle peut en mourir. Bon, maintenant, elle peut ne pas en mourir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux formes de pathologie typiques de l'homme transitif, et vous allez en être de plus en plus atteint. C'est pourquoi je fais une conférence. De toute façon, on va en refaire à un moment donné aussi au large, c'est-à-dire à l'extérieur du centre de l'universalité. Il y a eu une tempête de neige, il y a juste les malades qui sont venus, mais on va en refaire une à un moment donné quand il fera beau. Le personnel a passé la journée à pelleter le salon. Alors, on peut constater que c'est quand même, on l'avait fait à cette place. Mais on va donc refaire ces conférences. C'est de plus en plus important. Et il faudra évidemment, à un moment donné, que les médecins soient au courant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les maladies typiques de la transition qui vous rendent malade, comme l'homme ancien est malade. Alors, à un moment donné, vous allez dire, oui, mais on dirait que plus je mange bien, plus j'ai des troubles digestifs. Et ça, c'est fréquent. Et ça va être de plus en plus comme ça. C'est normal, plus vous mangez bien, plus il y aura une mutation au niveau cérébral et au niveau corporel. Cela va donc s'interpréter par le corps physique, pas nécessairement, mais peut se répercuter dans le corps physique par des problèmes de digestion, parce qu'il y a des mutations. Donc, il y a une transformation qui n'est pas finalisée, donc qui est en marche et qui peut, pendant un laps de temps, disons transmettre de l'inefficacité au niveau du corps physique. Mais t'imagines-tu le problème de la personne qui prétend bien manger puis qui est malade plus qu'avant? Elle y croira pas. Et il y en a beaucoup. Je fais du yoga, je suis raqué, j'ai de la misère à respirer. Je suis devenu asthmatique depuis que je suis végétarien. Je suis végétarien, je digère mal. Moi, la viande que je digère le plus facilement, c'est le porc. Bon, hein, effectivement, je vais manger des viandes qu'on me recommande, ça passe pas, et etc., etc., etc. Alors évidemment, le problème qu'il y a, c'est que l'individu, pensant bien travailler pour son évolution, a l'impression de vivre une rétroaction, donc elle revient en arrière, justement parce qu'elle ne comprend pas le principe des maladies de l'homme nouveau. L'être humain évolue donc via une mutation, il se transforme. Si vous transformez votre psychologie, c'est que le récepteur, le médium, la radio qui reçoit les informations de votre psychologie pour les transmettre dans votre corps, doit nécessairement être muté. Alors, s'il y a une mutation psychologique, il y a donc une mutation neurologique. Vous prenez de la boisson, ça mute votre cerveau, l'alcool vient perturber la transmission chimio-électrique entre les neurones, automatiquement, l'expression psychologique va être différente. Le véhicule exprimant étant différent, ce qui va être exprimé est différent. Tu deviens plus collant, tu deviens plus agressif, tu deviens ceci, tu deviens cela, et normalement, tu ne l'es pas. Si tu mutes psychologiquement, si cela est interprété, donc si ça paraît, si vous pouvez l'exprimer physiquement, cela veut nécessairement dire que votre récepteur, votre cerveau a été changé. Maintenant, le cerveau contrôle à lui seul tout votre corps. Il contrôle le système endocrinien, le système hormonal, donc qui est la cause majeure de 99,999% de toutes les perturbations pathologiques chez l'homme. Même les perturbations virales, bactériennes et les autres perturbations de déséquilibre. Lorsque l'être humain est en phase de fatigue à certaines régions de son corps ou globalement, lorsqu'il est épuisé par exemple, les virus, les bactéries viennent induire simplement le corps vital de l'homme de leur propre corps vital, ce qui fait que le virus n'est plus un intrus, il est bienvenu. Il y a donc pathologie et maladie. Les médicaments chimiques qu'on va donner au niveau de la médecine conventionnelle sont des médicaments qui agressent rarement le virus ou la bactérie, ou encore guérissent pas comme tel chimiquement la pathologie, le symptôme physique, sauf que l'énergie, n'est-ce pas, la molécule, c'est très important en niveau en pharmacologie, c'est que la molécule du médicament, la constitution atomique du médicament, a un onde de forme, donc une structure d'énergie vitale particulière, qui, elle, va être suffisamment en désharmonie avec la structure atomique du virus ou de la bactérie, qu'elle va désagréger celle-ci, comme le virus désagrège le corps. Les effets secondaires de toute la majorité des médicaments, justement, de médecine traditionnelle, sont justement que la molécule du médicament détruit un peu aussi l'énergie vitale du corps physique, localisée là où il va avoir un effet, ce qui se répercute par les effets secondaires que l'on vend tant.
Bon, quand on veut contre-attaquer. D'où le problème de l'homme transitif. S'il y a beaucoup de symptômes, les médecins vont être portés à leur donner beaucoup de médicaments qui sont définitivement... Ce qui va amener d'autres symptômes secondaires qui vont faire à un moment donné que vous allez être une pharmacie ambulante ou carrément un cas très intéressant. Bon. Hein? Bon. Un beau cas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez prendre en main vos santé. Donc, vous devez immédiatement cellulariser, conscientiser le fait que ce qui est dans votre assiette, ça va être vous quand vous l'aurez bouffé. Hein? Ce que vous respirez, c'est vous. Pas philosophiquement, là. Ah, je suis toute l'atmosphère de la Terre. Et non, pauvre Niouf, t'es pas toute l'atmosphère de la Terre. Sauf que les molécules d'oxygène que tu respires vont être dans ton corps à un moment donné. Alors, si tu respires du radium, si tu respires un petit peu d'uranium, si tu respires du gaz carbonique, si tu respires de l'arsenic en même temps, ben ça aussi, ça va être quelque part chez toi. Mais si tu dis c'est pas toi, ben ça va être quand même corporifié, ça va être toi. Et si ça se répercute par des ongles verts parce que tu as de l'arsenic dedans, ben évidemment, ce sera toi aussi. Hein? Que tu t'aimes ou non, que l'ego s'aime pas, ça ne change rien. Donc, l'être humain, de plus en plus, donc plus l'être humain se conscientise, plus l'être humain aurait, disons, avantage à manger des choses vivantes, à respirer convenablement, à se payer le luxe de vacances. On a déjà parlé souvent en conférence de toute façon. Et de plus en plus, l'être humain doit s'arranger pour rire, pour s'amuser. Parce que l'évolution devient mauditement plate, et lorsque l'évolution devient plate, l'ego se sent insécure dans son maudite évolution, on pourrait dire dans son hostie d'évolution. Plus l'ego est insécure, parce qu'à un moment donné, ne posez pas ces questions-là, là je m'y pose, j'en dors plus. Bon. Il se prend au sérieux. Il se prend exactement au sérieux. Et plus cela va aller, ça devient ce que j'appelle la fièvre de l'évolution. Il y a donc une fièvre au niveau de l'âme qui va têter au niveau du corps physique, engendrant la majorité des maladies de conscientisation, toutes les maladies reliées effectivement à l'homme nouveau, ou à la mutation vers l'homme nouveau. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'être humain rit, plus il induit dans son ego la sécurité, c'est le fun, on rit. Il y a une bombe qui tombe, tu ris. Donc, en partant, tout va bien. Plus l'être humain va rire, moins son ego va être insécure, donc moins celui-ci va chercher à têter au niveau des plans vitaux du corps physique, plus l'être humain risque de contourner la majorité des symptômes et des pathologies de la mutation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas de la théorie. Il y a effectivement des maladies nouvelles qui apparaissent. J'en ai parlé avant le sida. Mais le sida, c'est une maladie karmique planétaire. Il y a d'autres maladies nouvelles qui naissent. Les médecins vont évidemment travailler là-dessus parce qu'il y a quand même un bon paquet de médecins qui veulent faire un bon travail. Puis il y en a d'autres, évidemment, qui ne font que le travail. Bon, c'est sûr. Maintenant, il y aura de plus en plus de maladies nouvelles. Il ne faut pas penser que la médecine douce est la solution aux maladies nouvelles. La médecine douce date de plus longtemps que la médecine chimique. Donc, la médecine douce va traiter la majorité des maladies typiques de l'homme ancien. Mais elle sera souvent inefficace au niveau des maladies transitives. Comme la médecine chimique sera inefficace souvent aussi. Alors, lorsqu'on va voir un médecin chimique, il veut nous guérir. Et lorsqu'on va voir un médecin de médecine douce, il veut nous guérir. Et si les deux ne savent pas ce qu'on a, ils vont quand même nous traiter. Faites-vous-en pas. Bon. Alors, les deux deviennent automatiquement très agressifs au niveau du corps. Ce n'est plus de médecine douce. La seule médecine douce, c'est une médecine intelligente et écologique. Elle peut être une opération chirurgicale. Elle peut être simplement des tisanes. Du moment que c'est écologique, ça devient doux. Hein? Vous avez perdu un bras, on vous le recoue. Bon, allez pas voir un médecin de médecine douce. OK? La médecine du chirurgien devient douce. Celui, évidemment, qui opère inutilement, ça devient une médecine qui est réellement brute. Mais l'acupuncteur qui met 63 aiguilles pour guérir un asthmatique, alors qu'il devrait en mettre 7, lui avec. D'ours. Ouais, d'ours, en plein ça, oui, d'ours. Les aiguilles font des poils, puis c'est ça. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez, premièrement, conscientiser le fait que c'est votre santé que vous avez entre les mains, que le corps physique est une chose absolument importante parce que c'est le véhicule d'expression de votre évolution, que si vous évoluez sans celui-ci nécessairement devra s'adapter à votre évolution, et dans l'adaptation, il lui en manquera des bouts pendant la phase de transition. Ces bouts manqués seront des pathologies. Alors, vous mangez mieux, vous êtes malade. Vous respirez mieux, vous toussez plus. Vous faites ceci, vous cessez de fumer, vous pognez des cochonneries. Il y a toute une panoplie de maladies qui vont apparaître si vous ne conscientisez pas que votre corps physique doit suivre le même chemin que votre psychologie. Comment le faire? Vérifier son alimentation, ça va de soi. Prendre des repos de temps en temps. Il y a toute une panoplie de choses qu'on enseigne au Québec à travers un paquet de cours. Il y a des livres avec qui ont été écrits sur ces choses-là. Il y a des choses qu'on fait ici au centre, il y a des choses qu'on fait aussi ailleurs qui ont une grande valeur. C'est à vous, évidemment, de faire le chemin. Bon, je vous dirai pas quoi faire. Vous êtes suffisamment brillant pour le savoir.
De toute façon, si vous êtes suffisamment brillant pour vous être rendu malade, vous êtes donc suffisamment brillant, vu que vous évoluez, pour pouvoir aussi trouver les chemins de la guérison. Le médecin est une béquille, qu'il soit médecin de médecine générale, médecin de médecine douce. Ça peut être utile, c'est même très utile, sauf qu'on doit s'arranger pour bien comprendre que plus on évolue en expansion, plus on se pose des questions, plus on recherche, on développe une maladie nouvelle, la première forme de maladie mentale, c'est-à-dire la fièvre de l'évolution. Lorsqu'on a cette fièvre de l'évolution, très rapidement, qu'on l'ait consciemment ou inconsciemment, très rapidement, on induit des pathologies au niveau du corps. Si ça vous prend 15 ans pour induire un cancer, ça va vous prendre au moins 50 ans en pensée positive pour le régler. Et évidemment, le cancer risque de vous emporter avant. Donc, on doit, à partir de immédiatement, commencer à travailler sur l'intelligence d'un corps en santé. Ceux qui auraient déjà le cancer, ça se guérit. Bon, les médecins guérissent des choses, savent pas pourquoi, puis des fois, ils savent pourquoi. Alors, on a des guérisons de toutes les sortes. Ça se guérit. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ne pensez pas faire un cheminement évolutif pour guérir d'une maladie. Évoluez pour l'intelligence de l'amélioration. Et les choses qui vont être de concert avec l'évolution globale de l'homme vont venir. Celui qui fait le PMC, par exemple, pour se guérir de l'asthme, peut guérir de l'asthme, mais il peut aussi guérir de l'asthme au bout de 25 ans. Celui qui est asthmatique et qui, à un moment donné, fait quelque chose d'intelligent et fait cette chose pour son évolution propre en se foutant des symptômes idiots de l'évolution, à un moment donné, il va voir son asthme s'en aller, puis il ne saura pas pourquoi. Et c'est exactement ce qui se passe tout le temps. Donc, l'être humain doit conscientiser que son corps physique est le véhicule d'expression. Vous voulez évoluer sans celui-ci va vous retarder. Les maladies de l'homme transitif sont des maladies symptomatiques, premièrement, et deuxièmement, des maladies, disons, réellement pathologiques, donc d'expression corporelle. Il y aura donc beaucoup de choses qui vont être symptomatiques. Ne pensez pas que vous êtes fou si à un moment donné, on vous dit que vous avez rien. Et n'acceptez pas de médicaments si on vous dit que vous avez rien. Vous n'êtes pas cinglé, il y a des mutations. Et ne vous dites pas non plus, bon, j'ai rien, je prends pas de médicaments, j'ai des symptômes pareils, donc je suis un gars évolué. Et ne pensez pas ça non plus. C'est évident que vous évoluez. Ne devenez pas snob dans votre évolution. Prenez-vous pas au sérieux. Plus vous allez avoir du fun, même malade, plus ça va guérir et mieux ça va aller. Alors, on passe aux questions. Je vais me faire l'avocat du diable. Je m'imagine une personne qui vient ici pour la première fois là, et qui craint les tripes, comme on peut faire des fois. Puis il dit, bon, ben lui, Daniel, là, j'aimerais ça le voir, le Daniel Kemp, dans 50 ans. Puis s'il tombe malade, je te dis, toute la gang qui ont cru en lui, là, ils vont en prendre une claque. Autrement dit, quand tu parles, c'est toute une responsabilité que tu prends là. Bon, premièrement, non, c'est... Quand le médecin dit à son patient, ça y est, j'ai fumé, tu vas mourir. Le médecin a raison. Est-ce que le patient doit se dire, mais arrêtez de fumer, m'entends de voir dans 50 ans, j'ai arrêté, parce que si j'arrête, puis lui, il arrête pas, ben, jamais de te fourrer. Absolument pas. Quand le dentiste il ouvre la bouche du bonhomme ou de la bonne femme, il dit, t'as une carie, là. Le patient, il dit, ben non, tes dents, ouais. Il dit pas ça. L'autre peut avoir 8 dentiers dans sa bouche. Peut avoir, hein, un requin. Bon, les dentistes sont requins. Alors, ça n'a rien à voir. Alors que moi, dans 50 ans, tu sais, on dit souvent, est-ce qu'il dit, est-ce qu'il fait? Les grands maîtres. Prends les grands maîtres. Les grands maîtres, c'est tous des cons. Ils sont tous pognés puis attendent après l'humanité pour évoluer. Les grands maîtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vécu une évolution à un moment donné. Ils ont eu un contact avec l'intelligence supramentale, donc avec l'esprit. Ils se sont pris au sérieux là-dedans. Il y avait suffisamment d'ego qu'à un moment donné, ils sont devenus supérieurs à l'humanité, mais juste trop égoïsés pour vouloir justement garder leur pouvoir sur l'humanité. Et puis ils sont restés confinés au sein de la Gartha et de Shambhala au centre de la Terre, ce qu'on appelle l'enfer traditionnellement. Et ces grands maîtres-là ont une seule idée dans la tête, c'est faire évoluer l'humanité pour que l'humanité finisse par être suffisamment avancée, de façon à ce que l'humanité ait suffisamment d'énergie pour que ces maîtres-là puissent se servir de l'énergie de l'humanité pour pouvoir maintenant continuer. Ces maîtres-là, bien brillants, ils ont aidé un peu. Certains ont engendré la guerre mondiale, la deuxième, parce que on sait très bien que quand le mal aura été suffisamment dense sur la planète, on va commencer l'ère du millénium. Alors, certains grands maîtres, par le biais du prioritillon, ont tout fait pour que, disons que l'âge de fer soit précipité, pour qu'il y ait le plus de mal possible sur la planète le plus rapidement possible, de façon à ce qu'on passe dans un état où ce que les autres vont pouvoir jouir un peu. Ces grands maîtres-là, ils vont attendre après l'humanité pour s'en sortir. On parle pas des grands maîtres. Parce que l'erreur, c'est de chercher un modèle dans sa vie. C'est ça l'erreur. C'est que quand on voit un grand maître,
Barbe qui préconise la santé parfaite. Moi, je suis assez content quand tu tombes malade. Oui, parce que tu es jaloux. Ben non! Parce que je me dis, ça n'avait pas d'allure ce qu'il disait, puis ça le prouve. Exactement. Tu sais, quand Muktananda, moi, je me souviens, à un moment donné, je l'avais vu, puis il a fait un infarctus, puis il en est mort. J'étais bien content. Parce que les disciples pensaient qu'il était pour être immortel. Exactement. Le seul phénomène qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce qu'un médecin dit que la santé, ça existe, que si lui tombe malade, il meurt, que la santé n'existe pas. Un grand maître peut, à un moment donné, avoir un Q, donc avoir une information, parce qu'il y a un paquet de grands maîtres sur la planète, de grands maîtres, pas de grands maîtres, mais disons de maîtres, hein, n'est-ce pas, avec des disciples, là, des collectionneurs d'armes en évolution. Bon, ces grands maîtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? La majorité des grands maîtres avaient évidemment une information au niveau d'intelligence qu'eux autres ne conscientisaient pas. Il y a Krishnamurti qui l'a conscientisé, il y a Mère qui l'a conscientisé, Aurobindo à peine vers la fin, lorsque justement il est mort de maladie. Bon. Et on a quelques personnes, on en a quelqu'un au Québec avec qui le conscientisent. Alors, ces personnes ont une information, ils ne la conscientisent pas nécessairement, ils la transmettent parce que la transmettant, ils s'en auto-énergie. Ils ont besoin de disciples parce qu'ils têtent l'énergie des disciples de façon à pouvoir grimper. Les disciples ont besoin d'un maître pour pouvoir se faire supporter, donc ça crée un écosystème relativement intéressant, tout va bien. Et à un moment donné, le maître peut évidemment flancher, mais ça n'empêche pas que le maître était né d'une... Regarde les maîtres que tu me parles, ils sont mauditement plus vieux physiquement que moi. D'accord? Bon. Alors, ils n'ont pas un corps génétique qui peut supporter ce que moi je peux supporter. Lorsque ces bonhommes, à un moment donné, rentrent en contact avec certaines connaissances, disons, de l'intelligence, leur corps physique doit muter, et s'ils n'ont pas un corps génétique suffisamment puissant, ben, il peut évidemment y arriver à un moment donné où ils seront détruits physiquement. Alors, dans l'antique religion, on dit très bien que c'est qu'on ne peut pas regarder Dieu en face sans devenir aveugle et même sans mourir. Eux, justement, donc, ont été des martyrs de la conscientisation. Le Nazaréen a été le premier qui a pu, justement, supporter ce genre de choses. De toute façon, on va revenir à un moment donné sur le phénomène du Nazaréen dans d'autres conférences qui viennent. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on dit, bon, Daniel Kem, est-ce qu'il va être ceci, est-ce qu'il va être cela? Moi, je dis simplement que si vous mangez mieux, vous allez être mieux. Que je mange mal, ça vous regarde pas. Parce que ce que je vous dis est un fait. Bon, je dis que si vous faites ceci, ça va donner cela. Que je le fasse ou non, ça vous regarde pas. Parce que ce que je dis est un fait. Maintenant, il me regarde, moi, de me gérer au niveau de mon évolution, et il vous regarde, vous, de vous gérer. Donc, ce que je dis, je ne supporte aucun poids, pour la simple raison que je dis des choses qui sont là, et puis les humains font ce qu'ils veulent avec. C'est relativement facile de parler comme je parle. Je dis n'importe quoi. En longtemps que ça se tient. Ben, ça se tient. Feu. Dans le cas d'une vraie maladie physique, virale ou autre, où les cellules sont atteintes et pour laquelle les médecines n'ont aucun remède, comment peut-on espérer guérir si on mange déjà bien et que la maladie continue depuis 6 mois? Imposition des mains, traitement d'énergie, acupuncture, réflexologie, Parfait. etc., etc. Bon, ce qu'il faut comprendre, premièrement, l'homme nouveau ne sera pas atteint de maladie. Deuxièmement, l'homme nouveau aura suffisamment d'énergie vitale que ça va pisser à travers de lui. Hein? Ça va rayonner dans un terme plus spirituel. Donc, l'homme nouveau aura effectivement la possibilité d'engendrer des guérisons à l'extérieur. Les médecins vont évidemment être les plus contre. Vous savez que si le Nazaréen reviendrait sur la planète présentement, l'école de médecine le ferait enfermer pour pratique illégale. Bon, c'est pas? Alors évidemment, il y aura donc des transformations au niveau social à un moment donné. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il y a 2 sortes de maladies. Il y a une maladie qui est reliée à un karma planétaire. Une maladie qui fait que parce que vous êtes un être humain corporifié dans un véhicule humain, vous êtes assujetti à une collectivité pathologique, vous pouvez attraper des maladies. Les maladies sexuelles sont les premières formes de maladies karmiques planétaires, entre autres. Et il y a d'autres sortes de maladies qui sont typiquement reliées à votre cheminement évolutif. Si à un moment donné, un homme nouveau, ou si à un moment donné, un guérisseur qui aurait suffisamment d'énergie magnétique pour pouvoir réellement induire, comment ça marche la guérison? La guérison, simplement, c'est qu'à un moment donné, vous manquez d'énergie vitale au niveau mémoriel, vos cellules n'ont plus la puissance de se structurer selon leur code génétique, donc selon ce qui a été orchestré au niveau de la procréation, et à un moment donné, il y a une pathologie. Lorsque le magnétiseur vient, tout ce qu'il fait, c'est qu'il transfuse de l'énergie vitale chez vous. Il n'y a pas besoin de connaître les maladies. L'énergie vitale transfusée fait qu'automatiquement, le code génétique est restauré et les maladies guérissent. Dans le cas du Nazaréen, sa puissance était suffisamment grande pour opérer une mutation rapide, donc instantanée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des maladies qui ne doivent pas être guéries
et il y a des maladies qui le doivent. Donc, la personne qui évolue, qui mange bien et qui voit, par exemple, un processus pathologique se continuer chez elle, elle doit, premièrement, et ça, c'est extrêmement chiant, c'est l'un des points les plus difficiles à admettre au niveau de la personne transitive, c'est qu'elle doit remettre entre les mains d'elle, de sa conscience, de son intelligence, tout son processus de guérison. C'est-à-dire elle peut aller voir les médecins, ça va de soi, c'est la première chose à faire, on commence par ce qui est plus facile, médecin, médecine douce, et elle doit, à un moment donné, savoir que de toute façon, son cheminement, il est évolutif, et elle doit mettre ses énergies dans l'amélioration de son être-té, plutôt que dans la cure de son corps physique dans lequel elle s'identifie. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que lorsque l'être humain devient malade, à un moment donné, il y a des personnes qui font le programme Maître Contrôleur et qui arrivent à un niveau de conscientisation à un moment donné qui les oblige à avoir une conscience plus vaste tout en ayant encore une partie égoïque. Alors, ils se prennent au sérieux. Et il leur arrive des choses absolument effarantes. C'est exactement ce qui arrive dans la majorité des cas des pathologies de la personne transitive. La personne va dire, bon, c'est comment ça se fait que prenons l'exemple de la leucémie. La leucémie, il y a beaucoup d'enfants qui ont la leucémie et ce ne sont pas les plus imbéciles qui ont la leucémie. Sauf que le processus de mutation, parce que les parents, la leucémie, ça va disparaître d'ici peu de toute façon. Et c'est une maladie qui n'était pas extrêmement courante dans l'Antiquité. Donc, plus les parents sont capables d'engendrer un corps physique génétiquement solide, ce qui va être réincarné à l'intérieur de ce corps ne démolira pas le corps pendant la maturation. C'est ce qui arrive dans la majorité des pathologies infantiles. Bon, des pathologies d'ordre, disons, assez grandiose. Je parle pas des pathologies karmiques, là, comme la picote, puis ces affaires-là, là. Bon. Alors donc, l'être humain qui vit ce genre de phénomène ici doit savoir qu'il y a des maladies qui sont typiquement reliées à son état mutatif, donc ils ne peuvent pas être guéris. Ça va être délicat, tu sais, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Ben évidemment, parce que premièrement, ou bien vous allez en mourir, en partant, ça va arrêter là, ou bien à un moment donné, et c'est ce qui arrive dans la majorité des cas, quand je parle mourir, je parle du corps physique, ça va de soi. Donc, dans la majorité des cas, ce qui va arriver, c'est qu'après un grand laps de temps où ce que tu luttes contre, cesse de l'énergiser, oublie-le un peu, occupe-toi-en, disons, terre à terre, mais philosophe pas trop sur ta maladie. Et lorsque l'être humain, lorsque la partie mutative qui induit cette maladie, ça peut être ses murs, puis on guérit les bosses. Miracle. Alors donc, il ne faut pas s'en faire, mais il faut tout faire pour la guérir sans s'en faire. Donc, on doit la guérir mécaniquement avec ce que la science permet aujourd'hui, toutes les sciences, douces ou non, et on ne doit pas s'en faire, donc on ne doit pas triper émotivement sur sa maladie, on doit donc persister à vivre une évolution et ces pathologies se régressent d'elles-mêmes. Ceux qui ne le croient pas, vous ne le croyez pas, ceux qui, à un moment donné, veulent, de toute façon, vous allez en faire l'expérience, ceux qui sont suffisamment patients pour se dire, bon, ben, puis merde, c'est comme ça, alors le médecin me dit de prendre ça, je prends ça, ça donne rien, l'autre, il me pique là, ça donne rien, alors moi, je vais continuer à vivre, sacré bleu, je vais dire, s'il me reste encore 15 ans, mais au moins les orchestrer pour que ça serve à quelque chose, puis au moins, à un moment donné, si effectivement ce que je dis est vrai, parce que dans l'amélioration de votre condition humaine, vous allez changer des choses, ben, faites-vous-en pas, la maladie, elle va régresser, puis elle va s'en aller. Pas 56 solutions. Il y en a une. Ben, il y en a deux. Elle t'emporte ou tu l'emportes. C'est plus souvent qu'autrement, on va l'emporter. Sauf si on panique. On l'induit. Faut pas prendre la maladie au sérieux, mais il faut agir sérieusement. Comme toute l'évolution. L'homme doit tout faire sérieusement, mais l'homme ne doit pas se prendre au sérieux. Tandis qu'aujourd'hui, on se prend au sérieux, puis le reste, on s'en fout. Pourquoi trouvons-nous bonnes des choses, entre autres des aliments, des loisirs, des activités, qui effectivement ne nous conviennent pas? Parce que lorsque vous étiez suffisamment anégoïsé, lorsque vous étiez, disons, jeune, vous n'aviez rien en mémoire et on vous a instruit de ces mémoires, ce qui fait que cela est venu s'agglomérer au niveau de votre ego, cela est venu... Cela faisait partie du monde connu chez vous. Cela sécurisait votre ego. Automatiquement, on aime, parce que l'être humain est un être qui n'est pas instantané. L'homme nouveau devient instantané, donc vit dans le présent immédiat. Les mots sont même un peu malhabiles pour le définir. Et tandis que l'être humain vit dans son contexte mémoriel, automatiquement, il recherche toujours à revivre des choses qu'il a vécues. Ça peut être des événements, comme ça peut être des stimuli. Alors, automatiquement, lorsqu'on a commencé à bouffer de la crème glacée à l'âge de 2 ans, bien évidemment, il y a de fortes chances qu'on aime ça tout le temps. À un moment donné, on peut finir par s'en écœurer. Preuve de la mutation au niveau du corps. On ne goûte plus de la même façon.
C'est pour ça qu'on s'écarte. À un moment donné, on peut revenir à pouvoir y goûter parce que les choses se sont rajustées. Bon. Lorsque l'être humain a été induit de certaines choses, il finit par rechercher les mêmes stimuli. Ça fait partie du monde du connu. Bon, alors il jouait au tennis, à un moment donné, il peut plus jouer au tennis, ben il va aimer le badminton, il va aimer le ping-pong. C'est le même genre de stimuli. Ça peut être simplement la compétition qu'il recherche et ce stimuli émotif peut l'amener dans des sports qui sont mauvais. Alors pourquoi l'être humain donc va faire des choses qu'il n'aime, qui ne sont pas intelligents? C'est parce que lorsqu'il a été construit au niveau de l'âme, il n'avait pas d'intelligence et maintenant vu qu'il fait référence à ses mémoires, automatiquement il fait ce qu'il a toujours fait, même si à un moment donné ça en devient stupide. Il y a autre chose, l'être humain est collectif et il est manipulé par une conscience collective. On va y revenir la semaine prochaine dans le mystère des secrets de Fatima et on en a parlé la semaine dernière au niveau des mécanismes de Satan. Comment faire pour savoir ce que le corps physique a besoin pour se nourrir? Être à l'écoute? Y a-t-il des analyses disponibles pour savoir si nous sommes en carence ou en surplus d'éléments essentiels? Bon, un autre maudit problème. On va voir un médecin où on va se faire prendre des prises de sang et alors ils vont faire ils vont faire l'étude complète de notre système sanguin et ils vont nous dire vous manquez de ceci, de cela et de cela. Vous devriez donc avoir telle maladie, telle maladie, telle maladie. Et vous dites merde, je suis en pleine forme. Les corps physiques étant mutatifs, automatiquement, il y a de plus en plus de formules sanguines qui seront anormales et qui seront merveilleusement adaptées à votre corps physique. Donc, ça devient encore extrêmement compliqué. La personne est là, par exemple, une glycémie très basse ou très haute, elle peut avoir une hémoglycémie très basse ou très haute, puis la personne est correcte. Alors, comment expliquer ça? Ben, le corps physique n'est plus standard. Donc, il sort de la normalité. Alors, ce qu'il faut faire, il y a un livre présentement qui est en train d'être écrit par des personnes justement qui font le programme de contrôleur, un livre sur l'alimentation pour l'homme nouveau. D'ailleurs, il y aura prochainement un séminaire donné par un docteur justement qui parlera de l'alimentation. Alors, il y aura, à un moment donné, ça sera publicisé au niveau du centre et à l'extérieur sur l'alimentation. Et là, pour la première fois, on va expliquer de quelle façon l'être humain d'aujourd'hui doit arriver à manger. Le livre va expliquer quoi? Le livre ne dira pas s'il contient une carotte. Puis là, tu dis, crème, j'ai besoin de calcium, alors je vais regarder, tu sais, la banane a du potassium, bon, tu sais, bon. Non. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la carotte, elle contient ceci. Mais la carotte chez Provigo, chez Stamberg, qui a été engraissée aux engrais chimiques, contient tout à fait autre chose. Bon. Alors, ce qui fait que ça n'a aucune valeur. L'être humain, plus il va transiter, va devenir de plus en plus sensible, alors il faudra qu'il développe cette intuition biologique qui va lui permettre de pouvoir savoir ce qu'il a besoin. Et on parlait à un moment donné de la femme enceinte. La femme enceinte, elle, le petit en dedans bouffe un paquet de choses chez elle, d'un coup, elle a besoin de concombre. Bon, elle a besoin d'un hot dog avec la crème glacée. Elle a besoin de des goûts bizarres. Qu'est-ce que c'est? C'est que là, elle n'a pas le choix. Elle meurt ou elle devient intuitive et ce qu'elle a de besoin, elle sait ce qui est nécessaire pour elle. La personne transitive, à un moment donné, va arriver à développer ce même phénomène. Alors, tu vas dans un restaurant, tu sais ce que tu as besoin de prime abord. Tu diras pas, j'ai besoin de tant de grammes de ceci, bon, mais non. Sauf que tu regarderas le menu et il y a quelque chose que, bon, c'est ça. Pas au goût. Il faut bien comprendre que l'alimentation bonne pour la santé n'est pas nécessairement bonne au goût. Elle se digère mieux, c'est bon au goût. Oui, ça s'en va plus vite aux toilettes. Mais est-ce qu'elle s'assimile mieux? C'est autre chose. Alors donc, à un moment donné, la personne, elle saura, et on peut commencer déjà à percevoir. À un moment donné, on le sait. Et c'est comme ça que l'être humain va fonctionner plus tard. Pour qui a un périsprit mince, serait-il souhaitable de manger de la viande? Bon. Faut qu'on mange de la vie, surtout, et il faut qu'on cesse de se faire têter par les autres, pour ne pas perdre de notre énergie vitale. Se faire têter comment? J'en ai déjà parlé à un moment donné au niveau des conférences sur le couple nouveau. C'est sûr que si on couche deux dans le même lit, on se tête mutuellement. Alors, à un moment donné, il y en a un qui se lève, il est tout raqué, tout déformé, l'autre en pleine forme. Ben, c'est ça que ça se passe. On devrait aussi cesser d'avoir des conversations avec des gens qui nous têtent et qui veulent rien comprendre. On devrait, enfin, il y a une panoplie de choses, à un moment donné, qu'on a déjà expliqué sur les mécanismes de l'énergie, qui, évidemment, c'est des conférences qui sont enregistrées. Alors, manger de la viande, ça a servi à quoi manger de la viande? Lorsque l'on bouffe de la viande, on mange une grande partie de l'émotivité de l'homme est exprimée par le système hormonal. Jusque-là, ça va. Bon. Le système hormonal est transmis par le sang. Ça va toujours. Donc, dans le sang, il y a des messages donnés par la psychologie. Ça va toujours. Donc, dans le sang, il y a de l'âme.
Hein, si on veut faire des parallèles. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque l'on mange de la viande rouge, on mange du sang. Donc, on mange des hormones. Donc, on mange de l'émotivité des animaux. Plus l'être humain mange de la viande crue, plus il devient agressif. Bon. Plus l'être humain mange des viandes qui vont être cuites, qui vont être transformées, mais des viandes à caractère rouge, donc caractère sanguine, plus l'être humain, disons, absorbe des phénomènes qui vont venir s'agglomérer au niveau de ses mémoires de l'âme, ce qui va donner à l'être humain une âme extrêmement pesante, une âme animale, une âme qui n'est pas spiritualisée, donc qui ne vise pas une évolution vers l'esprit. Et automatiquement, ce genre d'âme, ce genre d'ego, induit chez l'homme des désirs animaux. Chez la femme aussi, faites-vous-en pas. Bon. Alors, automatiquement, il veut manger un peu plus, il veut boire, il veut triper, il veut s'amuser au niveau du sexe, alors il veut se battre, il veut faire la guerre, etc. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que lorsque l'être humain est comme ça, il désire énormément de choses. Désirant énormément de choses, ils ont remarqué justement que les peuples végétariens ne désirent rien d'autre que manger des végétaux. Hein? Tu viens leur donner des claques d'en face, puis ils sont tous là, puis ils se demandent pourquoi tu fais ça. Bon. Justement, ils ne peuvent pas être donc ils deviennent des esclaves de l'humanité. Ils deviennent des tiers-mondes, entre autres. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui mange de la viande, lui, a des désirs. Ayant des désirs, il veut vivre ces choses et la vie le frustre royalement. Le frustrant royalement, il est obligé de confiner ses désirs dans une région de son âme qui est périsprique, donc qui porte le nom de l'intellect à un moment donné et du mental par la suite. Plus on a de désirs et plus on se voit, disons, frustré au niveau de nos désirs, plus on réfléchit pour arriver à essayer de les aboutir. Donc, on développe la conscience mentale chez l'homme. Et c'est pourquoi les peuples qui ont mangé le plus de viande sont les peuples nord-planétaires, entre autres, et sont les peuples qui, présentement, sont les puissances à l'échelle du monde. Et c'est dans ces peuples que va naître l'homme nouveau. Et par la suite, lorsque cela sera suffisant, lorsque le mental aura été suffisamment énergisé, l'homme va cesser de manger de la viande. Savez-vous quand est-ce que vous devez devenir végétarien? Quand vous ne pouvez plus la digérer, la viande. On ne devient pas végétarien par philosophie. Ça n'a pas de sens. Quand ça se digère plus, c'est le temps. Le corps est muté, ça marche plus. Là, on digère d'autres choses. On mange une chose, puis ça marche, on n'est pas malade. Le médecin va vous dire, juste ça, c'est pas suffisant. Tu sais, dit-il, vous avez raison, puis continuez à la manger. À un moment donné, on sent quel feeling, puis ben, hop, on a le goût de la viande à soir. On recommence, ça, on a besoin là. Ça marche comme ça, l'évolution. Très, très facile, sans complication, puis sans demander l'opinion nécessairement aux autres. Alors donc, l'évolution, on parle donc de la viande. Le périsprit a une tendance, effectivement, la viande a une tendance à grossir le périsprit, mais en même temps, elle rend l'être humain beaucoup plus orgueilleux, beaucoup plus violent, beaucoup plus proche de ce qui le constituait avant. On dit les instincts animaux, c'est pas les instincts animaux, les animaux n'ont pas les instincts aussi barbares que l'humain. Ce sont réellement des instincts humains, mais qui viennent de la base de la création de l'homme. Quelle attitude nous proposez-vous d'avoir face à la vie pour éviter les maladies? Et deuxième question, selon vous, le positivisme serait-il la bonne façon de penser pour se protéger des maladies de l'homme nouveau? Bon, j'ai déjà dit que être positif, c'est la même pathologie qu'être négatif. Bon, alors voir les choses mauvaises d'une façon négative ou les voir d'une façon positive, c'est refuser de les voir comme elles sont. Très important. C'est mieux d'être positif que d'être négatif, et une fois qu'on est devenu positif, il faut devenir réaliste. Bon, c'est une chose. Quelle attitude nous proposez-vous, disons, d'avoir face à la vie pour éviter les maladies? Je ne propose pas. Je dis un paquet de choses. Vous devez ajuster. Vous êtes suffisamment intelligent. Même ceux qui l'ignoreraient, vous avez la faculté de savoir ce que vous avez besoin. L'attitude face à la vie, la seule chose globale qu'on peut dire, c'est que cessez de rechercher les choses, faites-les. Comment pouvons-nous faire pour être en paix? Mais sois en paix. T'sais, tant que tu vas vouloir être en paix, tu ne seras pas en paix. Pas compliqué tellement. Très facile à dire et en même temps très logique. Maintenant, comment l'être humain peut y arriver? Face à la maladie, je crois qu'on connaît suffisamment toutes les causes de la maladie. Mais on reste toujours manipulé par une panoplie de phénomènes au niveau de notre âme, au niveau des contextes, disons, de l'âme planétaire, donc des contextes collectifs, ce qui fait que continuellement, on perd sur notre conscience intelligente. On n'est pas écologique, on n'est pas conséquentiel face à soi. Ce que j'expliquais dernièrement au niveau d'un cours, c'était que essaye le plus souvent possible, puis qu'à un moment donné, tu sais, tu as une pomme, je donne un exemple bien banal, tu as une pomme, tu as l'impression que la pomme, tu devrais la manger, puis en même temps, tu as un gros morceau de gâteau. Bon, plein de crème fouettée, puis tout ça. Bon, tu sais, bien décoré avec ton nom dessus. Tu sais. Là, tu regardes la pomme, puis tu vois le gâteau. Tu sais, tu as le feeling, je dis. Un exemple, tu aurais, par exemple, le feeling que c'est la pomme qu'il faudrait que tu manges. Et puis là, ça résiste en tabarnouche. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour évoluer convenablement? Mange le gâteau, puis laisse la pomme là. Règle ton cas. Bon, puis à un moment donné, tu manges le gâteau encore.
Arrête de lutter, parce que tant que tu luttes, tu induis que l'autre a de l'espoir de gagner. Donc, en perdant, tu perds. Puis à un moment donné, bah, ce gars tout torieux, là, ça va pas aujourd'hui. Voilà, facile, facile, facile. Là, l'évolution marche, puis vous riez. Puis 2-3 jours après, la pomme, c'est devenu facile, je sais pas pourquoi. Toute l'évolution se fait comme ça. Essaye souvent, puis lutte pas trop. L'être humain se fend derrière pour lutter. Faut que j'arrête de fumer. Non, essaye souvent. Pense-y souvent. Tu sais, trouve que c'est con de fumer. C'est con, mais c'est bon. Parfait. T'es pas prêt. À un moment donné, c'est con, puis c'est pas bon. Puis 2 semaines après, j'ai recommencé. Ben oui, la phase, il va comme ça. Il faut que ça essaie de se casser la tête. Et ça marche tout seul. L'attitude, c'est quoi l'attitude? Tu sais ce qui doit être fait, puis tu sais comment t'es pogné. Bon, cesse de lutter. C'est pas de se contrôler, c'est con de se contrôler. Tu sais, t'as un bouton, là, tu le contrôles, tu l'arraches tous les jours. Mais vas-tu passer ta vie à l'arracher? C'est ça le contrôle, toute la phénoménologie de l'homme au niveau de son évolution. Alors, à un moment donné, bah, tant pis. Mais essaye, dis-toi pas, bon, je suis pas capable, regarde la pomme, je suis faite. Ça, c'est con. Mais non, la pomme, laisse-la là. Ça sert à rien, je la mange pas. Laisse-la là. Puis tous les fois, essaye, puis observe, tu perds. Puis à un moment donné, tu vas gagner. L'être humain va se dire, ben, ça fait 20 fois que je perds. Tu sais, mon concept me disait qu'après 20 fois, j'étais fini. C'est ça, l'être humain qui dit, tu sais, qu'après 6 ans, s'il n'a pas appris le piano, c'est qu'il est con. Mais non, s'il serait mis 300 ans, peut-être, même là. Alors, continuez toujours à avoir les mêmes attitudes et voyez ce qui est intelligent, puis allez juste voir si vous êtes prêts, puis vous n'êtes pas prêts, ben, c'est parfait. Et la fois d'après, allez voir encore tout d'un coup, vous changez. L'être humain qui, à un moment donné, veut plus se réessayer, il change, mais il veut conserver l'idée que lui ne change pas. Et c'est con. Comment ça, tu me peux, là, depuis quand? Bon, tous vos amis vont s'organiser pour, évidemment, vous empêcher d'évoluer. Tu sais, alors t'es devenu végétarien, là, tu manges rien que de l'arbre, tu sais. Bon. Non, à soir, ça me tente pas de manger de viande. Ah, parce que ça fausse ton énergie, je pense. Bon. Tout ça, c'est la conscience collective. On en a parlé lors des mécanismes de Satan, puis on va revenir de toute façon sur les prochaines conférences sur ces phénomènes-là, où justement, on a une panoplie de forces d'involution qui empêchent l'humain d'avancer. Mais ça, c'est pas grave. Amusez-vous un peu, puis essayez, puis manquez votre coup, puis essayez, puis manquez votre coup, puis à un moment donné, essayez, puis trouvez-le. Vous allez réussir. Puis 2-3 semaines, 2 ans après, vous allez encore manquer votre coup, parce que l'évolution, c'est pas gagné à jamais. C'est vivant. Alors, il faut continuer à vivre, puis on chemine, puis c'est le fun. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Ça, c'est une très grande clé de vie, ça. C'est évident. Je le dirais pas sans ça. Sauf quoi que tu n'avais pas compris ce que tu dis. Est-ce la mémoire de l'émotion qui gonfle le périsprit ou si la mémoire mathématique la gonfle aussi? Toutes les mémoires la gonflent. Vaut-il mieux subir un état de tension et d'anxiété qui épuise le corps ou prendre un peu de Valium pour contrôler cet état? Sinon, que conseillez-vous? Y a-t-il un médicament moins nocif que le Valium? Attivant est-il supérieur à Valium pour combattre l'insomnie? Bon, disons que le Valium est un décontracteur physique. L'activant est plutôt un antipsychotique. Enfin, ça dépend encore des cas physiques. Ça va réagir de façon différente pour l'un et pour l'autre. Maintenant, ce que moi je suggère, tu me poses la question. On me permet d'en connaître plus sur la personne qui la pose. C'est intéressant. Bon, au niveau du Valium, premièrement, c'est évident qu'entre 2 choses, on choisit la moins pire. Le problème, c'est que le Valium est une drogue, comme d'ailleurs l'Ativan ou comme d'autres phénomènes dans le genre, ce sont des drogues psychologiques. Le corps physique ne devient pas, disons, drogué. Enfin, ça prend réellement un corps particulier, puis ça peut prendre énormément de temps. C'est une drogue psychologique. On vient pour se coucher, puis on est stressé. Automatiquement, on est insécure, et là, on a besoin de notre pilule. C'est pas le corps nécessairement qui en a besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on prend un Valium, ou lorsqu'on prend ce genre de choses, tous les médicaments sont des médicaments qui agissent au niveau biologique. Enfin, les médicaments qu'on avale biologiquement. Agissant au niveau biologique, c'est qu'elle interdise l'expression de vos problèmes dans le corps physique. Cela ne veut pas dire que le problème, il est réglé. Elle interdit son expression. Bon. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que si ça peut nous permettre de regagner en énergie parce qu'on dort, génial. Lorsqu'on a suffisamment d'énergie, il faut maintenant se prendre en main. Puis on met pas les Valium dans la pharmacie au cas où que. On les prend, on les met aux poubelles. Fini là, dans la toilette. Bon. Puis on tire la chaîne, hein, s'il vous plaît. Bon. Il y a du monde qui sont capables de... Alors, ce qu'il faut donc comprendre,
c'est que les Valium, c'est parfait, c'est génial, ça dépend simplement de votre niveau de départ. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a tout ce qui provient de l'extérieur et qui doit être répété continuellement ne vous amènera jamais à une liberté. Que ce soit un Valium, que ce soit une technique subliminale de relaxation, que ce soit des cassettes de relaxation, que ce soit ce genre de choses, si tu es toujours confiné à te servir de l'extérieur pour arriver à un état particulier qui donne un symptôme de l'évolution, l'être humain est un esclave. Alors, vous devez être vos seuls maîtres. Donc, on ne doit pas devenir un esclave. L'être humain est déjà suffisamment son maître esclave, l'homme ancien, qu'on doit, à un moment donné, le transformer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part, on shake, on a des problèmes, on prend un peu de Valium, ça va. À un moment donné, on commence à se prendre un peu plus en main. On veut aller dormir. Et là, on se fait charrier par les phénomènes astraux, par la conscience collective. Ça passe dans notre tête, ça ne peut pas arrêter. Preuve que l'être humain est manipulé, qui n'est pas son seul maître. Et là, on doit commencer à faire des techniques physiques ou des techniques de cassette, par exemple. Éliminer le phénomène Valium pour lentement grimper de palier. Après ça, on élimine la musique. On recommence à faire les choses. Dernièrement, j'expliquais à un détenu dans un pénitencier fédéral, qui justement se relaxait par ce genre de choses. Je lui ai dit, il m'a donné un truc. OK, tu vas devenir un chien. C'était-tu ton voisin de cellule? Non, j'ai amené un Dalton là, puis je l'ai profité pour parler. Alors, je lui ai dit, tu vas devenir comme un chien, c'est-à-dire que quand tu vas écouter ta musique et t'endormir, gratte-toi l'oreille. Alors, tu comprends le symptôme, le principe. Alors, à un moment donné, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu t'en vas dans la bibliothèque, tu veux te relaxer, gratte-toi l'oreille. Automatiquement, par réflexe, tu vas te relaxer tout de suite. Parce que tu es habitué avec la musique. C'est un moyen. L'être humain doit donc apprendre différentes techniques. Vous devez en innover, à un moment donné, en inventer. Moi, j'en ai inventé une panoplie qu'on enseigne, mais à un moment donné, l'être humain doit aussi en inventer, les adapter à lui. Et à un moment donné, l'être humain arrive à une technique, ce que j'appelle, moi, l'être humain arrive à pouvoir menphyser son corps, c'est-à-dire que le mental se dirige vers le physique, menphy, c'est ce que cela veut dire, et lorsque l'être humain peut menphyser son corps d'une façon suffisamment respectable, il est décontracté, même assis. Il est décontracté en faisant du jogging. Il est décontracté en pleine action. Cela devient une relaxation, ce que j'appelle une relaxation, c'est-à-dire une relaxation sous tension. Alors, donc, il y a une série de chemins à suivre, mais la personne qui ne dort absolument pas, elle est mieux de prendre du Valium ou de l'Ativan ou ce genre de choses, et à un moment donné, mais vous devez prendre conscience que ce sont des béquilles. Lorsque la béquille devient la jambe, on finit par penser que la béquille, c'est la jambe. Lorsque la béquille, c'est la jambe, on ne veut plus de la jambe. On la coupe puis on conserve la béquille. C'est extrêmement pénible par la suite de refaire pousser une jambe. Alors donc, ne vous identifiez pas dans vos médicaments ni dans vos techniques. Lorsqu'à un moment donné, l'être humain arrive avec la technique MENFI du PMC, l'être humain finit à un moment donné par ne plus avoir besoin de technique parce que c'est cellularisé chez lui. Alors il est toujours relax, il n'y a plus de technique. Il se couche, il dort. Bon, faut qu'il se lève à 5h moins quart, à 5h moins quart, il se lève, il éteint son cadran avant qu'il sonne, il s'en va. Mais ça marche. J'ai hâte. Eh oui, mais lâche pas. Puis-je arriver à guérir mon arthrite par la technique MENFI? Bon. Très important, on ne doit pas faire une technique d'évolution pour arriver à un symptôme de l'évolution. La méthode NADO peut guérir de l'arthrite. C'est pas enseigné ici, mais c'est très génial comme méthode. Ça s'adresse évidemment à des personnes qui n'ont pas beaucoup d'activité physique, ça va de soi, mais c'est très bon. Il y a beaucoup de médicaments aussi qui peuvent guérir l'arthrite. Ça va de soi aussi, parce que l'arthrite a différentes causes. Elle peut être extrêmement émotive, donc psychologique. La technique MENFI a donné des résultats. Je ne veux pas vendre de ce qui se fait ici par rapport à des symptômes de l'évolution. Chose certaine, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait des choses au niveau du sang et qui ont vu donc des symptômes de ce genre disparaître. Est-ce que c'est tout le monde? Non. Pourquoi? Parce que vous êtes un véhicule de départ, une technique ou une forme ou un programme d'évolution transforme des choses. Chaque individu est un véhicule de départ différent. Les résultats, après 1 an, 2 ans ou à moyen ou à long terme, sont différents pour chacun, ce qui fait que je ne peux pas dire que la technique MENFI guérit l'arthrite. Chose certaine, c'est que la technique MENFI ne l'entraîne pas et elle entraîne, ça c'est pour la généralité du monde, un rajeunissement au niveau cérébral, une conscience corporelle, une conscience vitale qui est hautement sophistiquée. Et elle entraîne donc une panoplie de choses qui, théoriquement, devraient engendrer la curation de la majorité des pathologies. Mais la personne qui vient, par exemple, s'inscrire à une technique MENFI ou qui s'inscrire au PMC dans le but d'avoir une guérison pathologique, elle peut attendre longtemps parce que tout va dépendre de son évolution à elle. Les techniques ne sont pas faites pour cela, elles sont faites pour une évolution globale chez l'être humain.
Lorsque l'humain évolue globalement, il y a des symptômes qui sont automatiquement entraînés. Je répète que ici, nous fonctionnons au niveau de l'intelligence, au niveau de l'âme. Cela veut dire que les techniques enseignées amènent des résultats, mais le but fondamental du programme Maître Contrôleur dans lequel a été innové la technique Menfi est d'amener l'être humain à devenir son seul maître. Lorsqu'il chemine vers cet état d'être son seul maître, il y a des choses qui se règlent. Sauf que le but du PMC, Programme Maître Contrôleur, ce n'est pas d'amener à l'humain un confort immédiat au niveau physique. Bon, ça ne vend peut-être pas le PMC, sauf que les personnes qui le font doivent savoir pourquoi ils le font. C'est évident que ça entraîne des choses, mais c'est comme si une personne me dirait « j'ai de l'acné, est-ce qu'en faisant telle chose, par exemple au niveau du centre, je vais te dire si ton but fondamental est de guérir ton acné, sois moins stressé, puis prends des médicaments contre l'acné, ça va être plus vite. » Si ton but fondamental est l'évolution globale de tous tes corps, parfait, le PMC peut être indiqué pour toi. Ça dépend donc de ce que vous recherchez. C'est la cure immédiate de l'arthrite, il y aura sans doute d'autres recherches à faire. Si c'est une évolution globale, ah ben là, peut-être que là, la technique Menfi ou le programme Maître Contrôleur peut être indiqué. Alors ça, vous irez voir votre médecin, il vous fera une prescription, puis si c'est indiqué de faire le PMC, ben... Ceux qui sont conscients qu'ils prennent l'énergie des autres, est-ce qu'ils nuisent à leur évolution et à l'évolution des autres? Quelle est la relation vis-à-vis de la loi cosmique? La loi cosmique, elle dit que vous devez vous occuper de vos oignons. La loi du monde des affaires dit la même chose. Je suis un vendeur, je dois vendre au meilleur prix. Tu es un acheteur, tu dois acheter au prix le plus bas. Maintenant, tu dois savoir que je dois vendre à un prix relativement intelligent pour pouvoir continuer à vivre, sinon je ne vendrai plus, donc tu ne pourras plus acheter. Et je dois savoir avec que si je te ruine en te vendant trop cher du premier coup, tu ne viendras plus acheter, donc je n'aurai plus d'acheteur, donc je vais me ruiner moi aussi. Cela veut simplement dire qu'on doit chacun jouer son rôle. Si je suis un têteux d'énergie que je tête Claude, tant que Claude se laisse têter, j'ai le droit de le têter. La journée que Claude va décider de fermer les portes, je risque d'en souffrir en maudit, sauf si j'y suis préparé. Alors, celui qui se laisse têter, se laisse têter. Celui qui tête, tête, les choses vont bien. Celui qui tête est frustré parce qu'on ne veut plus qu'il tête, lui souffrira et maintenant, ça le regarde lui, tandis que l'autre, maintenant, se libère. Un peu comme quand on dit que Adam et Ève, le phénomène, bon, Ève a pris une pomme, elle l'a offert à Adam, puis Adam l'a accepté, puis peut-être patata. Donc, c'est Ève qui a engendré disons, la décadence de l'humanité. Bon, évidemment, c'est très imagé quand on parle de la Genèse. C'est très symbolique. Mais si on veut juste prendre l'exemple, c'est la faute de Ève. Mais quand le bonhomme, il a pris la pomme, là, ben ça devait être sa faute aussi. C'est plus compliqué que ça. Moi, je te tête, tu te laisses têter, c'est de ta faute, pas de la mienne. Si je suis conscient que je te tête, tu te laisses têter, c'est encore de ta faute. Mais quand tu voudras plus te faire têter si j'en souffre, fais-toi-en pas si j'en souffre, si tu ne regardes même pas ma souffrance. C'est de ma faute, c'est mes oignons. L'humain, il se laisse continuellement manipuler par, justement, l'émotivité vécue par autrui. Ouais, mais là, j'ai décidé que je me faisais plus têter, là, il fait des crises. Là, qu'est-ce que je fais? Ça le regarde, des crises. Ben, il veut me battre. Ben, déménage. Ou continue à te faire têter. Ben, chacun doit s'arranger. Alors, si vous têtez et vous le savez, c'est de votre job. Sachez une chose, c'est que tant qu'on prend l'énergie d'autrui, on s'y assujettit. Lorsqu'à un moment donné, on arrive à la générer de soi-même, ben, évidemment, on devient libre. Mais au niveau des lois karmiques ou écologiques, ça ne dérange pas. C'est l'autre qui se fait têter. J'en ai une bonne ici. Comment savoir si notre cerveau rétrograde? Bon. Premièrement, ça n'a aucune importance de se poser cette question parce que s'il rétrograde, il va continuer à rétrograder. Et surtout qu'à un moment donné, l'humain va pouvoir se dire « Je perds la mémoire, donc il rétrograde. » L'autre va dire « Je perds la mémoire, donc je mute. » Bon. Chacun son point de vue. Le cerveau, il va rétrograder en ce sens que s'il ne peut plus exprimer les contextes qui le manipulent normalement, il devient rétrograde. Une personne qui a de la difficulté à faire bouger son corps parce qu'elle, par exemple, elle tremble, une personne qui perd la mémoire régulièrement, on a différentes maladies au niveau du corps physique justement qui entraînent ces choses-là, hein, ce n'est pas un cerveau qui rétrograde, c'est un cerveau qui, à un moment donné, agit mal.
Et tout le reste du cerveau reste là. Quand je parle d'un cerveau qui rétrograde, je veux parler de maladies qui attaquent directement le cerveau. Ça peut être un cancer cérébral, par exemple. Ça peut être un tumeur qui, à un moment donné, par sa prolifération, finit par comprimer le cerveau. Ça peut être des symptômes d'accident. Un cerveau qui a rétrogradé. La majorité des cas disons, d'épilepsie traumatique. Le cerveau a rétrogradé pendant un laps de temps. Mais le cerveau peut maintenant continuer son évolution. Faut pas penser que parce qu'on a eu une régression cérébrale que c'est fini. Une thrombose cérébrale va entraîner une régression cérébrale. L'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est justement une partie du cerveau qui est en contact avec la mécanicité astrale, qui commence à perdre de cette affinité à vibrer au plan astral. Tout le reste du cerveau reste là, pourrait fonctionner, mais la personne ne le sait pas. Et on peut à un moment donné avoir un problème. La paralysie cérébrale, c'est quoi? La paralysie cérébrale, d'ailleurs, Alzheimer va donner un peu le même phénomène à un moment donné. On aura de l'auto-induction neuronique qui va engendrer des petits spasmes, qui va engendrer, mettons, un dérèglement corporel. Et on devrait annihiler cette partie cérébrale. Bon, il y a différentes techniques, différents moyens médicaux avec qui le permettent. Lobotomie, entre autres, mais disons qu'il y a des moyens plus intéressants qui sont de plus en plus offerts au niveau de l'humain, des techniques. Et il y a donc une panoplie de choses qui peuvent être faites. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a à peu près pas de régression normale cérébrale. La seule régression qu'il y a, c'est dans la personne qui vieillit à un moment donné. Ce qui va arriver, c'est si elle n'entraîne pas son cerveau, c'est que toutes les neurones qui normalement fonctionnent meurent à la longue. Et vu qu'elle n'a pas reprogrammé les autres neurones qui restent vivantes, bien évidemment, elle perd la mémoire.